Clara Bennett n'a pas crié quand le poing de Jebediah Rooker a heurté sa mâchoire. Elle avait appris, quelque part entre le Missouri et les montagnes du Colorado, que crier ne faisait qu'enrager les hommes comme lui. Alors elle a ravalé le sang, a redressé le dos et l'a regardé droit dans les yeux. C'est à ce moment-là qu'elle a vu l'inconnu sortir de la lisière des arbres. Il était grand, immobile, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Il n'a pas dégainé son arme. Il n'a pas haussé la voix. Il a simplement prononcé 4 mots qui ont tout changé. Lâchez-la. Si cette histoire vous fait déjà battre le cœur, abonnez-vous dès maintenant et laissez le nom de votre ville en commentaire. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Restez avec moi jusqu'au tout dernier mot. Vous ne le regretterez pas. La diligence de Pueblo avait 3 heures de retard. Et quand elle s'est enfin arrêtée sur la route de Silver Cliff, la température avait chuté. Le froid était si intense qu'il pouvait fendre les poteaux de clôture. Clara Bennett a senti le froid avant toute autre chose. Il a transpercé son manteau de voyage en laine. Elle l'a senti mordre ses doigts là où les gants étaient usés aux articulations. Elle a appuyé la paume de sa main contre la paroi intérieure de la diligence pour se stabiliser. Elle se stabilisait depuis 4 mois. Elle s'est dit qu'elle pouvait bien tenir quelques minutes de plus. Les autres passagers étaient déjà descendus. Un couple âgé de Denver, calme et poli, qui ne lui avait pas demandé une seule fois pourquoi son œil gauche était enflé. Un marchand ambulant avec une malle pleine de marchandises sèches, qui sentait le tabac et parlait à peine. Aucun d'eux ne s'est retourné vers elle quand la porte s'est ouverte. Personne ne se retournait jamais. Clara est descendue prudemment. Sa botte a trouvé prise sur la route verglacée. Elle est restée un instant debout, le vent frappant durement son visage. Les montagnes se dressaient derrière elle, comme un mur que Dieu aurait construit pour isoler le reste du monde. La chaîne de Sangre de Cristo en février n'était pas accueillante. Elle ne prétendait pas l'être. Clara respectait cela. Ce qu'elle ne respectait pas, c'était l'homme qui attendait au bord de la route. Jebediah Rooker n'était pas celui que ses lettres décrivaient. Elle le savait avant même d'arriver au Colorado. Elle l'avait su dès qu'il l'avait accueillie à la gare de Pueblo 3 jours plus tôt. Sa poignée de main était trop forte. Ses yeux la parcouraient comme si elle était du bétail aux enchères. Les lettres décrivaient un éleveur, un homme craignant Dieu avec 40 acres de terre et une maison avec des fenêtres en verre. Les lettres décrivaient un homme cherchant une aide, une compagne, quelqu'un avec qui construire une vie. Les lettres étaient des mensonges, chaque mot. Il se tenait à côté d'un chariot de location avec 2 autres hommes qu'elle ne connaissait pas. Tous 2 étaient larges d'épaules et avaient des visages impassibles. Le genre de visage qu'ont les hommes qui font ce qu'on leur dit sans poser de questions. Rooker lui-même n'était pas un homme imposant, peut-être 1,80 m. Il était mince, avec une mâchoire comme une lame de hachette et des yeux pâles qui ne se fixaient jamais sur rien. Il portait son chapeau bas et son manteau ouvert malgré le froid. Et quand Clara est descendue de la diligence, il l'a regardée comme si elle lui devait quelque chose. « Vous êtes en retard », a-t-il dit. « La diligence était en retard », a-t-elle répondu. « J'étais dedans. » Il n'a pas aimé ça. Elle l'a vu au léger resserrement de sa bouche, au transfert de son poids d'une botte à l'autre. « Ne commencez pas avec cette insolence », a-t-il dit. « Pas aujourd'hui. » Elle a gardé une voix neutre. « Monsieur Rooker, j'aimerais discuter de notre arrangement. Il y avait des choses dans vos lettres. Nous discuterons de ce que je dis que nous discutons. » Il a tendu la main et a saisi son bras au-dessus du coude, ses doigts se refermant durement. « Montez dans le chariot. Vous me faites mal. Montez dans le chariot, Clara. » Les 2 hommes derrière lui n'avaient pas bougé. Le cocher de la diligence remontait déjà sur son siège. Ses yeux étaient fixés quelque part au-dessus et au-delà de tout cela. C'est ce que font les hommes quand ils ont décidé qu'une affaire ne les concerne pas. Le marchand chargeait sa malle. Le couple de Denver avait déjà marché 20 mètres sur la route sans se retourner. Clara n'a pas bougé. La poigne de Rooker s'est resserrée. « J'ai dit, je vous ai entendu. » Elle n'allait pas lui faciliter la tâche. Elle l'avait décidé quelque part, près de la frontière du Kansas. Quelque part, pendant les longues heures glaciales et chaotantes de ce voyage en diligence. Elle n'allait être facile sur rien de tout ça. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Elle avait 42 $, un sac de voyage et l'acte de propriété d'une parcelle de terre au Colorado. Un héritage de son défunt père. Un acte qui avait beaucoup intéressé Rooker dès la première lettre. Trop intéressé, comprenait-elle maintenant.
Elle avait été stupide. Elle en avait fini d'être stupide. « Vous devez lâcher mon bras », a-t-elle dit. Maintenant, au lieu de ça, il l'a tirée en avant, assez fort pour qu'elle trébuche sur la glace. « Vous ne donnez pas d'ordre, femme. Vous êtes venue ici pour... » « Lâchez-la !» La voix venait de la lisière des arbres. Elle n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Il y avait une qualité dans cette voix, basse, égale, avec une sorte de certitude absolue en dessous. La certitude d'une montagne. Le genre de voix qui ne menace pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Le genre de voix qui énonce simplement un fait et attend que le monde s'y conforme. Rooker s'est immobilisé. Tout le monde s'est immobilisé. L'homme qui est sorti des arbres était grand, plus grand que Rooker d'au moins 10 centimètres, plus large d'épaules, avec le genre de carrure qui ne vient pas de la vanité. Mais d'années de travail qui ne s'arrêtent jamais, peu importe le temps. Il portait un lourd manteau de toile, sombre avec l'âge, un chapeau cabossé avec le bord rabattu bas. Son visage était buriné et anguleux, avec une cicatrice qui courait le long de sa mâchoire, du menton à l'oreille. Une vieille cicatrice, guérie depuis longtemps, qui rendait le reste de son visage encore plus posé et délibéré. Il avait des yeux gris, pas le gris de la faiblesse, le gris d'un ciel de janvier avant une forte neige. Le genre de gris qui signifie que quelque chose de sérieux approche. Il ne pointait pas d'arme. Sa main droite pendait librement à son côté, loin de son étui. Il n'avait pas l'air d'un homme qui jouait la menace. Il avait l'air d'un homme qui avait déjà décidé comment cela allait se terminer. Rooker s'est ressaisi plus vite que Clara ne s'y attendait. « Ce ne sont pas vos affaires, étranger, a-t-il dit. Passez votre chemin. Je partirai quand elle partira, a dit l'homme, sans votre main sur elle. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Non. La franchise de la réponse a semblé déconcerter Rooker un instant. Il a jeté un coup d'œil à ces deux hommes. L'un d'eux a déplacé son poids et a mis une main près du fusil sur sa selle. L'homme des arbres a observé cela sans tourner la tête. C'est une chose que Clara a remarquée et gardée en mémoire. « Nous sommes 3, a dit Rooker. « Je sais compter, a dit l'homme. « Partez, l'ami. C'est la dernière fois que je le dis gentiment. » Les yeux de l'homme se sont posés sur Clara. Pas un balayage, pas une évaluation. Juste un regard direct et clair, comme une personne qui pose une question sans mots. Elle a compris la question immédiatement. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne savait pas s'il était meilleur ou pire que Rooker. Elle ne savait absolument rien de lui, sauf qu'il se tenait entre elle et le chariot. Elle a quand même répondu à la question. « Je n'irai pas avec lui de mon plein gré », a-t-elle dit. « Je le déclare clairement, pour que toutes les personnes présentes l'entendent. » La poigne de Rooker est devenue écrasante. « Fermez votre... » Il n'a pas fini sa phrase. L'homme des arbres a couvert la distance entre eux en 4 pas. Clara essaierait plus tard de reconstituer ce mouvement, sans succès. Elle ne pouvait pas expliquer comment un homme de cette taille pouvait bouger si vite sans avoir l'air de courir. Un instant, il était à 10 mètres. L'instant d'après, sa main était sur le poignet de Rooker. Le son qui a suivi, un craquement sec, le son de la poigne de Rooker brisée par une simple force mécanique, Clara l'a senti jusque dans ses molaires. Rooker a poussé un cri et a reculé en titubant. Ces deux hommes ont attrapé leurs armes. « Non », a dit l'homme, juste ce mot, prononcé alors qu'il leur tournait à moitié le dos. Son attention était encore en partie sur Rooker. Cela aurait dû être impossible, et c'était aussi clairement calculé. Les deux hommes se sont figés. La façon dont il l'a dit communiquait quelque chose que Clara ne pouvait pas nommer. Pas seulement le danger, mais la certitude. La certitude qu'il avait déjà tenu compte d'eux. Que sortir ses armes ne changerait pas l'issue, seulement sa rapidité. Silence. Le vent des montagnes. Les roues de la diligence qui grincent alors que le cocher bouge. Le craquement lointain d'une branche de pin sous le poids de la glace, quelque part dans les arbres. Rooker s'est redressé lentement. Il berçait son poignet contre sa poitrine. Son visage était passé par plusieurs couleurs très rapidement et s'était fixé sur quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur, mais qui s'en approchait. « Vous venez de vous faire un ennemi », a dit Rooker. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. »« Je m'appelle Gideon Hayes », a dit l'homme. Et d'une manière ou d'une autre, la simplicité de cette déclaration, la simple offre d'un nom, sans titre, sans menace attachée, était plus troublante que tout ce qu'il avait fait d'autre. Au cas où vous auriez besoin de savoir qui a fait ça, maintenant, reculez. Rooker a reculé. L'homme, Gideon,
s'est tourné vers Clara. De près, ses yeux étaient encore plus frappants. Pas parce qu'ils étaient beaux, bien qu'ils le fussent, mais parce qu'ils prêtaient attention d'une manière que la plupart des gens ne font pas. Il la regardait vraiment. Pas sa silhouette, pas son visage comme un objet d'évaluation. Il la regardait comme une personne regarde une autre personne quand elle veut savoir si elle va bien. « Madame, a-t-il dit, avez-vous un endroit où aller ?» Clara a failli rire. Elle a serré les lèvres pour s'en empêcher. Elle avait 650 kilomètres de tout ce qu'elle possédait dans un seul sac. Un acte de propriété pour une terre qu'elle n'avait jamais vue. Et un homme qui venait de dépenser $40 dans une agence matrimoniale frauduleuse pour l'acquérir comme ce qu'elle ne pouvait maintenant décrire que comme une propriété. Pas précisément, a-t-elle dit. Il a hoché la tête une fois, comme si c'était une réponse raisonnable à une question raisonnable. Il y a une ville appelée Elkhorn, à 20 kilomètres au nord. Je connais les gens qui tiennent l'auberge. C'est chauffé. Vous y serez en sécurité pour la nuit. Et après cette nuit, ce sera à vous de décider. Elle l'a regardé un long moment. Derrière lui, Rooker et ses hommes n'avaient pas bougé. Le visage de Rooker était passé par 3 autres nuances de sentiments pendant qu'il parlait. Elle pouvait le voir calculer. Elle avait observé les hommes calculer pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle savait que la crispation particulière de la mâchoire de Rooker signifiait que ce n'était pas fini, que ce ne serait jamais fini jusqu'à ce que l'un d'eux quitte le Colorado pour de bon. « D'accord, a-t-elle dit. Votre sac. » Elle a levé son sac de voyage. Il n'a pas proposé de le prendre. Elle a apprécié cela plus qu'elle n'aurait pu le dire. Il s'est décalé sur le côté et légèrement en arrière. Il se positionnait entre elle et le groupe de Rooker alors qu'il marchait vers le nord le long de la route. Et Clara a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Quelque chose de si peu familier qu'elle a dû l'identifier soigneusement avant de lui faire confiance. Elle avait l'impression de ne pas être observée comme un objet. Elle avait l'impression d'être juste une personne marchant à côté d'une autre personne, et que le monde n'était pas encore fini. Ils ont marché pendant 20 minutes avant que l'un d'eux ne parle. Et quand ce fut le cas, c'est Clara qui a brisé le silence. « Pourquoi ?» a-t-elle dit. Il l'a regardée de côté. « Pourquoi quoi? Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez aucune obligation. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» Il est resté silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait pas. La route contournait un bosquet de pins. La dernière lumière de l'après-midi créait un jeu complexe avec la neige sur les hauts sommets devant eux. Il semblait l'observer. « Vous n'avez pas crié » a-t-il finalement dit. Elle a froncé les sourcils. « Je vous demande pardon. » La plupart des gens dans cette situation auraient fait du bruit, auraient appelé à l'aide. Vous ne l'avez pas fait. Il a fait une pause. Vous surveillez ces hommes. Je pouvais le voir à la façon dont vous bougiez vos yeux sans bouger la tête. Vous réfléchissiez, vous ne faisiez pas que réagir. Une autre pause. Je me suis dit que vous méritiez une chance de vous battre. Clara a fixé la route devant elle. Vous avez remarqué tout ça. Je remarque les choses, a-t-il dit. Pas avec fierté, juste comme une constatation. Et si j'avais crié, j'aurais aidé aussi, a-t-il dit. Et il y avait au bord de sa voix quelque chose qui aurait pu être de l'humour sec. Si faible qu'elle n'était pas certaine de ne pas l'avoir imaginé. Elle s'est surprise à sourire malgré tout. C'était surprenant. Elle l'a noté. « Clara Bennett », a-t-elle dit. « C'est mon nom. Je vous ai entendu le mentionner. Et vous êtes Gideon Hayes. C'est bien ça. Vous avez donné votre nom à Rooker, a-t-elle dit. Votre vrai nom. Ce n'était pas prudent. Il a réfléchi. Non, ce ne l'était pas. Vous vouliez qu'il sache qui l'avait fait. Il le découvrira d'une manière ou d'une autre, a dit Gideon. Autant qu'il le sache directement. Elle l'a regardé attentivement pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à marcher. Elle a observé la cicatrice, la forme de sa mâchoire, la façon dont il se tenait. Comme un homme qui avait appris à occuper exactement l'espace nécessaire, et pas plus. Il avait peut-être 35 ans, peut-être plus. Le genre de visage qui ne révèle pas facilement son âge. « Vous connaissez Rooker ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Il est resté silencieux à nouveau. « Je le connais de nom. Et l'homme derrière lui. Il y a un homme derrière lui. Il y a toujours un homme derrière lui, a dit Gideon. Les hommes comme Rooker ne construisent rien. Ils travaillent pour quelqu'un qui construit et qui prend, les deux à la fois. Il lui a jeté un coup d'œil. Cet acte que votre père vous a laissé. Quelle terre couvre-t-il? Clara s'est arrêtée de marcher. Il s'est arrêté aussi. S'est tourné pour lui faire face. Son expression n'avait pas changé,
Mais la question flottait dans l'air froid entre eux comme de la fumée. « Comment savez-vous pour l'acte » a-t-elle dit. « Je ne le sais pas » a-t-il dit. Mais un homme comme Rooker qui utilise une agence matrimoniale pour faire venir une femme du Missouri ne fait pas ça pour la compagnie. Il le fait pour quelque chose qu'elle transporte. Ses yeux étaient directs et entièrement calmes. Je suppose que ce sont des papiers. Elle a soutenu son regard. Une femme intelligente, disait toujours sa mère, ne montre pas son jeu avant de connaître les règles. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont Gideon Hayes la regardait. Sans insistance, sans urgence. Juste attendant, avec la patience d'un homme qui avait appris que la vérité viendrait en son temps. Cela l'a poussée à parler. 40 acres, a-t-elle dit, à l'est d'Elkhorn, le long du lit du ruisseau. Elle a fait une pause. Mon père l'a acquise il y a 15 ans. Il disait qu'elle vaudrait quelque chose un jour. Je n'ai compris à quel point il avait raison que lorsque les lettres de Rooker ont commencé à arriver. Gideon a absorbé cela, sans rien dire pendant un moment. Le chemin de fer va passer par le comté de Custer, a-t-il dit doucement. L'étude a été faite l'automne dernier. Le tracé qu'ils ont choisi passe directement par le fond du ruisseau, à l'est d'Elkhorn. Clara a entendu les mots, les a compris pleinement. Elle les a sentis se mettre en place comme une clé dans une serrure dont elle ignorait l'existence. Il veut la terre, a-t-elle dit. Pas une femme. Il veut l'acte, a dit Gideon. La femme était un moyen d'arriver à ses fins. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Le premier signe visible d'émotion qu'elle avait vu chez lui. L'homme derrière lui s'appelle Shaw, Douglas Shaw. Il acquiert des terres dans cette vallée depuis 2 ans. Achat légitime quand il le peut. D'autres moyens quand il ne le peut pas. Il la regarda fixement. Vous auriez été un autre moyen. Le froid était immense. Les montagnes s'en moquaient. La route s'étendait vers le nord à travers les pins et l'ombre. Et quelque part derrière eux, Jebediah Rooker se tenait à côté d'un chariot de location avec 2 hommes au visage impassible, en train de calculer. « Je dois aller à Elkhorn », a dit Clara. « Je dois faire enregistrer cet acte au bureau du comté avant que les gens de Shaw ne le fassent pour vous », a dit Gideon. « Oui, elle l'a étudié. Vous en savez beaucoup sur Douglas Shaw pour un homme de passage sur une route de montagne. » Il a croisé son regard et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose auquel elle passerait beaucoup de temps à penser par la suite. Pas de la culpabilité, pas tout à fait. Plutôt un homme qui portait quelque chose de lourd depuis longtemps et qui décidait, peut-être pour la première fois, de le poser. « Je ne suis pas de passage », a-t-il dit. Elle a attendu. « Shaw a tué mon frère », a-t-il dit. « Il y a 3 ans. Un différend sur 40 acres de pâturage au nord de Selita. Il a fait passer ça pour un accident. » Sa voix était parfaitement neutre. C'est cette neutralité qui la rendait dévastatrice. « Je suis dans cette vallée depuis 6 mois. Je monte un dossier que la loi peut réellement utiliser. Ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît quand Shaw possède 2 des 3 commissaires du comté. » Clara se tenait dans le vent et le froid, avec $42, un sac de voyage et un acte de propriété pour 40 acres qui valait apparemment la peine de tuer. Et elle a regardé l'homme en face d'elle. Un homme qui avait perdu son frère à cause de la même machination qui avait envoyé Jebediah Rooker et une pile de lettres frauduleuses à une veuve du Missouri. Et elle a dit, la seule chose raisonnable. Il semble que nous ayons quelque chose en commun, Monsieur Hayes. Sa bouche a bougé. Pas tout à fait un sourire, mais presque. C'est possible, a-t-il dit. Ils ont marché vers le nord en direction d'Elkhorn. Les montagnes se dressaient autour d'eux. Le froid s'intensifiait. Et derrière eux, sur la route de Silver Cliff, l'homme à la mâchoire de hachette et aux yeux pâles décidait déjà de la suite. Et aucun d'eux ne le savait encore. Mais la suite allait tout changer. Il le fallait bien. La route vers Elkhorn était longue de 20 kilomètres de terre gelée et de malchance. Ils l'ont parcouru en silence pendant la première heure. Ce n'était pas un silence gênant. Clara avait vécu assez de silence gênant pour connaître la différence. C'était le silence de 2 personnes qui avaient dit les choses importantes et qui laissaient maintenant ces choses s'installer, comme on laisse un feu prendre avant d'ajouter plus de bois. Elle marchait, et il marchait à côté d'elle. Le froid descendait des sommets, et aucun d'eux ne prétendait qu'il n'était pas là. C'est Gideon qui l'a rompu le premier. « Vous avez dit veuve », a-t-il dit. « Pas une question. »« Pas tout à fait. Je n'ai pas dit veuve. Vous n'aviez pas besoin de le faire. » Il a gardé les yeux sur la route. « La façon dont vous vous teniez là-bas,
Ce n'était pas une femme qui n'avait jamais eu affaire à un homme dur auparavant. C'était une femme qui en avait déjà survécu à un. Clara a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la douleur exactement, plutôt l'écho de la douleur, la forme qu'elle laisse derrière elle quand elle s'en va enfin. « Mon mari est décédé il y a 14 mois, a-t-elle dit. De la fièvre. C'était un homme bon. Pas fort, mais bon. Elle a fait une pause. La ferme ne pouvait pas survivre avec ce que je gagnais seul. J'avais des créanciers. Et puis la première lettre de Rooker est arrivée. Et cela semblait... Elle s'est arrêtée. Cela semblait être une réponse. « C'est le plus vieux tour du monde, a dit Gideon doucement. Profitez du besoin. J'aurais dû me méfier. Vous saviez que quelque chose n'allait pas, avant même de descendre de cette diligence, a-t-il dit. Je vous ai observé. Vous cherchiez les sorties. Il l'a regardé de côté. Ce n'est pas une femme qui ne savait pas. C'est une femme qui n'avait pas encore d'autre option. Elle l'a regardé. Il observait à nouveau la lisière des arbres. Ce même balayage régulier et sans hâte. Comme un homme qui avait appris il y a longtemps que le danger s'annonce d'abord sur les bords, si on y prête attention. « Vous êtes un homme étrange, Monsieur Hayes, a-t-elle dit. On me l'a déjà dit. Je le dis comme un compliment. » Il n'a rien répondu à cela, mais sa mâchoire a légèrement bougé, et elle a pris ça pour une réponse. Ils ont marché encore un quart de mille avant que quelque chose d'autre ne se produise. Et puis c'est arrivé. Le son venait des arbres à l'est. Pas fort, pas soudain, mais anormal. Un craquement de branches trop délibéré, trop synchronisé, trop proche de leur position pour être le vent. Gideon s'est arrêté de marcher, sans aucun changement visible dans sa respiration. Clara s'est arrêtée aussi, 2 pas plus tard, car elle avait appris au cours des 2 dernières heures à observer son corps pour obtenir des informations. « Continuez à marcher », a-t-il dit doucement. « Même rythme. Ne regardez pas à droite. » Elle a continué. « Même rythme. Les yeux sur la route. »« Combien ?» a-t-elle dit tout aussi bas. « 1 que je peux entendre. Peut-être 2. Les hommes de Rooker. Un d'entre eux. L'autre, Rooker l'a envoyé ailleurs. Il a laissé passer un temps. Ce qui est la question la plus intéressante. Elle a compris cela immédiatement. Si Rooker avait divisé ses hommes, l'un les suivait et l'autre était parti en avant. Partir en avant ne signifiait qu'une chose. Elhorn. Quelqu'un à Elhorn qui travaillait pour Shaw, qui devait être prévenu, qui devait être positionné avant l'arrivée de Clara et Gideon. « Le bureau du comté », a-t-elle dit. « Il ouvre à 8 heures du matin », a dit Gideon. « Nous devons y être à 8 heures du matin. Il est plus de 4 heures maintenant. »« Oui. Et l'auberge que vous avez mentionnée, tenue par une femme nommée Agnès Puit. Elle est honnête. Elle ne parlera pas. » Il a légèrement dévié vers la gauche, les guidant autour d'un virage de la route qui mettrait un bosquet de pins entre eux et la lisière des arbres. Mais l'homme qui nous suit se postera quelque part où il pourra surveiller la porte. Et Rooker sera à Elhorn avant minuit. Donc nous ne pouvons pas aller à l'auberge. Pas directement. Clara a absorbé cela. Elle a regardé la route devant elle, le ciel prenant ce gris de fer particulier qui signifiait que la température allait chuter de 10 degrés de plus. Les montagnes, indifférentes et énormes, de tous côtés. Elle avait 42 $, un sac de voyage et un acte de propriété que 2 hommes étaient prêts à commettre des crimes graves pour posséder. « Où alors ?» a-t-elle dit. « J'ai une cabane » a-t-il dit. « À 6 kilomètres à l'est de la route principale. Personne ne la connaît, sauf Agnès. Et Agnès ne parle pas. » Il a fait une pause. « Ce n'est pas confortable. »« Monsieur Hayes, » a-t-elle dit. « J'ai passé les 3 derniers jours dans une diligence avec un toit qui fuyait et un marchand qui ronflait comme une mule mourante. Le confort n'est pas ma principale préoccupation. » Ce presque sourire à nouveau. « Presque. »« D'accord, » a-t-il dit. « Nous allons vers l'est. » Ils sont allés vers l'est, et derrière eux, se déplaçant à travers les arbres, avec le silence prudent d'un homme qui se croyait meilleur à ce jeu qu'il ne l'était, l'homme de Rooker les a suivis. Il a cessé de les suivre quand il les a perdus dans le sentier en lacet derrière le bosquet de pins. 20 minutes plus tard, Clara l'a entendu s'arrêter. Elle a entendu l'absence de son qui signifiait la confusion. Les petits bruits d'un homme immobile, essayant de comprendre où sa proie était passée. Gideon les avait fait traverser un ruisseau qui ne laissait aucune trace sur la rive gelée. Puis il les avait fait monter une pente qui ressemblait à une paroi rocheuse solide. Et c'était principalement une paroi rocheuse solide,
à l'exception du sentier étroit le long du bord nord, qu'il fallait déjà connaître. Elle a fait l'ascension sans demander d'aide. Il a remarqué. Elle a remarqué qu'il avait remarqué. La cabane était petite, solide et froide, comme le sont les espaces fermés depuis des semaines. Gideon l'a réchauffée en 20 minutes. Pas une chaleur confortable, mais une chaleur de survie. Le genre de chaleur qui vous fait prendre conscience de chaque partie de votre corps qui s'était engourdie sans que vous le remarquiez. Clara s'est assise sur la seule chaise en bois et a tenu ses mains près du poêle. Elle a senti le sang revenir dans ses doigts comme un feu lent. « Il y a du chevreuil séché », a-t-il dit, se déplaçant dans le petit espace avec l'efficacité d'un homme qui savait exactement où tout se trouvait. « Et du café. Du vrai café », a-t-elle dit. « Je pourrais en pleurer. Je préférerais que vous ne le fassiez pas », a-t-il dit. Et cette fois, elle était certaine d'avoir entendu de l'humour dans sa voix. Faible, sec comme un ruisseau en août, à peine perceptible. Elle a bu le café et mangé le chevreuil. Elle a senti son corps se souvenir qu'il était un corps, pas seulement un système pour endurer les choses. Gideon s'est assis en face d'elle, sur le bord du lit étroit, et a mangé debout. Elle soupçonnait que c'était une habitude prise après des années à manger seule et rapidement. Il avait une carte étalée sur la table entre eux. Une vraie carte d'arpenteur, réalisa-t-elle, annotée à la main au crayon avec des marques qu'elle commençait à comprendre. « C'est l'opération de Shaw », a-t-il dit, et son doigt s'est déplacé sur le papier. Il est là depuis 2 ans. Il commence par un achat légal, arrive avec de l'argent liquide, une poignée de main amicale et un prix juste. La plupart des gens acceptent, car les prix justes sont assez rares par ici, pour que les gens fassent confiance. Il a fait une pause. Mais les gens qui ne vendent pas, ou qui ne peuvent pas vendre parce que la terre ne leur appartient pas encore, ou qui ont des complications avec l'acte de propriété. Son doigt s'est arrêté sur une marque près du lit du ruisseau, à l'est d'Elrond. Ces gens ont des accidents, où ils reçoivent une lettre d'une agence matrimoniale, et un homme nommé Rooker se présente pour les épouser. Clara a fixé la carte. Il y avait 11 marques le long du tracé de l'étude. Elle les a comptées 2 fois. 11 propriétés, a-t-elle dit. 11 que je connais, probablement plus. Et la vôtre? Sa mâchoire s'est contractée. Et celle de mon frère, qui aurait dû être la mienne après, selon la loi. Sauf que l'acte a disparu après sa mort, et Shaw a déposé une revendication concurrente dans les 30 jours. Il a déplacé son doigt vers une marque au nord de Celita. Je monte le dossier juridique. J'ai des déclarations sous serment de 4 des 11 propriétaires. Des lettres qui relient Shaw à Rooker par écrit. Un rapport d'arpenteur montrant que la compagnie de chemin de fer a communiqué avec l'avocat de Shaw 6 mois avant que Shaw ne commence à acheter des terres. Il a levé les yeux. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un prêt à témoigner en audience publique, parce que Shaw possède le juge de circuit et 2 des commissaires. Et les gens ici savent ce qu'il en coûte de se dresser dans un tribunal contre un homme qui a une patience illimitée et des hommes de main. Clara a posé sa tasse de café. Elle a regardé la carte. Elle a regardé les déclarations qu'il avait posées sur le bord de la table. 4 d'entre elles, manuscrites, signées, les signatures soignées et délibérées, comme celles des gens qui n'écrivent pas souvent, mais qui comprennent le poids de ce qu'ils signent. Elle a levé les yeux vers lui. « J'étais comptable », a-t-elle dit. Il s'est immobilisé. « Avant de me marier. Pendant 3 ans, j'ai tenu les livres d'un bureau foncier à Jefferson City, au Missouri. Acte de propriété, titre, registre de transfert, revendication concurrente. » Elle a gardé une voix égale. Elle a regardé assimiler l'information. Je sais à quoi ressemble une documentation frauduleuse. Je sais comment retracer une chaîne de titres dans les archives du palais de justice. Et je sais, elle a pris la déclaration la plus proche et l'a lue rapidement, que celui qui vous a aidé à rédiger celle-ci a fait une erreur dans le 3e paragraphe qui permettrait à un avocat de la défense compétent de contester la qualité pour agir du signataire. Silence. Gideon Hayes l'a regardé un long moment avec ses yeux de ciel de janvier. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle a vu quelque chose sur son visage qui n'était pas du contrôle, quelque chose qui s'est légèrement fissuré, comme la glace au bord d'un dégel printanier. « Vous êtes comptable », a-t-il dit. « Je l'étais », a-t-elle dit. « J'imagine que je le suis toujours. Ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Et vous avez lu cette déclaration en 30 secondes. 20. Les erreurs sont dans la description de la propriété.
Il décrit la parcelle par des points de repère au lieu de bornes d'arpentage. Ce qui signifie qu'au tribunal, un avocat de la défense soutiendra que la description est ambiguë et que la déclaration ne peut pas être correctement rattachée à la terre spécifique en litige. Elle l'a reposé. C'est réparable. Il vous faut une déclaration corrigée et un notaire. Avez-vous accès à un notaire à Elkhorn? Il la regardait toujours avec cette expression. Elle trouvait cela à la fois gratifiant et légèrement déconcertant. Agnes Puit, a-t-il dit lentement, est notaire. Clara a hoché la tête. Alors nous avons du travail. Dehors, le vent s'est levé et a frappé durement les murs de la cabane. Et la température a chuté de 10 degrés de plus. Et quelque part, entre Elkhorn et la route de Silver Cliff, Jebediah Rooker chevauchait durement dans l'obscurité, avec une détermination froide dans ses yeux pâles. Et dans une cabane à 6 kilomètres à l'est de la route principale, une comptable du Missouri et un homme des montagnes, avec le nom d'un frère mort à venger, étaient assis l'un en face de l'autre, près d'un petit feu. Et ils ont commencé, tranquillement, soigneusement, à construire quelque chose que l'argent de Shaw n'avait pas prévu. Ils ont travaillé pendant 3 heures. Clara a réorganisé les déclarations. D'abord, elle a lu chacune d'elles en entier, notant les erreurs de sa main précise de comptable sur une feuille de papier séparée. Il y avait des problèmes dans 3 des 4, pas des problèmes fatals. Gideon avait fait mieux qu'elle ne l'aurait cru pour un homme travaillant seul sans formation juridique. Mais des problèmes exploitables, le genre de petites fissures qu'un avocat expérimenté utiliserait pour faire passer un chariot devant un juge. Elle les a corrigés en brouillon. Elle a écrit des notes sur le langage juridique spécifique nécessaire pour chaque correction. Elle a organisé les lettres reliant Shaw à Rooker par ordre chronologique, puis en une chaîne de causalité qu'un jury pourrait suivre sans expertise juridique. Gideon l'a regardé travailler. Il n'est pas intervenu. Il a répondu aux questions quand elle en posait. Date, nom, événement spécifique, lieu. Et les réponses venaient rapidement et précisément. Car il s'est avéré qu'un homme qui remarquait les sorties et suivait les menaces en vision périphérique tenait également des registres mentaux extrêmement organisés. Elle s'est surprise à respecter cela. Elle s'est surprise à respecter plusieurs choses chez lui, en fait. Et elle a classé chacune d'elles avec la même attention soignée qu'elle accordait aux documents. À un moment donné, vers la 2e heure, elle a levé les yeux et l'a trouvé en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas nommer immédiatement. « Quoi a-t-elle dit? »« Rien, a-t-il dit. »« Vous me fixez. »« J'observe, a-t-il dit. »« Y a-t-il une différence? »« Fixé est sans but, a-t-il dit. »« J'ai un but. »« Et quel est-il? » Il a fait une pause. C'était une brève pause, contrôlée, mais elle était là. J'essaie de comprendre comment une femme qui a passé 3 jours dans une diligence avec un homme qui l'a suffisamment effrayée pour avoir cette ecchymose sur la mâchoire est assise ici 6 heures plus tard à corriger des documents juridiques à la lueur du feu. Clara a touché sa mâchoire sans le vouloir. L'ecchymose, elle l'avait oubliée dans la concentration du travail. Ce qui, supposait-elle, disait quelque chose. Certaines personnes s'effondrent, a-t-elle dit. D'autres trouvent la prochaine chose à faire. Elle a de nouveau regardé les papiers. « J'ai toujours été du 2e genre. »« Oui, a-t-il dit doucement. »« Je peux le voir. » Elle a de nouveau levé les yeux. Il avait détourné le regard, de retour vers le feu. Son profil à la lueur du feu n'était que ligne dure et vieille décision. Elle a pensé à ce qu'il avait dit sur la route, la façon dont il avait décrit la mort de son frère. Complètement neutre, sans aucune performance de deuil. Elle a pensé à 6 mois seul dans une vallée, à monter un dossier par lui-même, sans allié et sans certitude de résultat. « Pourquoi seul ?» a-t-elle dit. Il a tourné la tête. « Quoi? 6 mois à monter ce dossier. Pourquoi seul? Il y a sûrement des gens à Elkhorn qui... »« Les gens à Elkhorn ont des familles, a-t-il dit. Shaw a de la patience et des hommes de main. Vous demandez aux gens de se dresser contre ça quand ils ont des enfants. Ils doivent peser la demande contre le coût. » Sa voix est restée égale. Je n'ai personne à perdre. Les mots ont atterri dans le petit espace de la cabane avec un poids particulier. Clara laissa sentir. Elle a pensé à dire quelque chose à ce sujet, une reconnaissance, une réponse. Et puis elle a regardé son visage et a compris que ce qu'il avait dit n'était pas de l'apitoiement. C'était juste un fait. Un homme énonçant sa position de la même manière qu'il énonçait tout, clairement, sans fioriture. Elle est retournée au document. Maintenant si, a-t-elle dit très doucement.
Il n'a pas répondu. Mais quand elle a levé les yeux 40 minutes plus tard, il s'était rapproché de la table. Il lisait par-dessus son épaule la déclaration corrigée. Sa respiration était régulière et égale. Et si sa mâchoire était légèrement moins crispée qu'auparavant, elle a décidé de ne pas le mentionner. Juste après minuit, le son est arrivé. Pas de l'extérieur de la cabane. De l'autre côté de la colline, au nord. Ce qui était pire, car cela signifiait que quelqu'un avait trouvé le sentier supérieur. Plusieurs chevaux, au moins 3, se déplaçant prudemment dans l'obscurité. Ce qui signifiait qu'ils savaient à peu près où ils allaient, même s'ils ne le savaient pas exactement. Gideon était sur ses pieds avant que Clara n'ait pleinement enregistré le son. « Prenez les documents », a-t-il dit. Pas fort, pas paniqué, juste certain. Elle a pris les documents. Elle les a empilés avec la vitesse d'une longue pratique. Elle les a enveloppés dans la toile cirée qu'il a indiquée sur l'étagère sans qu'on le lui demande. Elle a fourré le paquet dans son sac de voyage contre sa poitrine. L'acte aussi, a-t-il dit. Déjà, elle avait mis l'acte dans le sac en premier. Elle gardait l'acte contre son corps depuis Pueblo. Certains instincts se forment tôt et restent. Fenêtre arrière, a-t-il dit. Il y a une chute d'environ 1,20 m sur la roche plate. Allez tout droit vers l'est jusqu'à ce que vous atteigniez le ruisseau. Puis suivez le ruisseau vers le nord. N'utilisez pas le sentier. Et vous? Je suis juste derrière vous, a-t-il dit. La fenêtre? Maintenant. Elle est allée à la fenêtre. 1,20 m de chute sur de la roche gelée dans le noir, portant un sac de voyage, vêtue d'une jupe de voyage en laine qui n'avait pas été conçue pour tout cela. Elle n'a pas hésité. Elle a poussé la fenêtre, a passé ses jambes par-dessus le rebord, a sauté. Elle a atterri, a titubé, s'est rattrapée d'une main sur la paroi rocheuse et s'est relevée. Elle s'est déplacée vers l'est. Derrière elle, elle a entendu la porte de la cabane s'ouvrir en grand. Des voix rudes, urgentes, masculines. Puis un seul coup de feu qui a arrêté son cœur pendant 2 secondes entières, jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Gideon, forte, nette et absolument vivante, dire quelque chose qu'elle n'a pas pu distinguer clairement. Puis des pas. Ces pas, elle connaissait déjà leur poids. Il se déplaçait vite sur la roche derrière elle. Il l'a rejointe dans le noir et a dit « Continuez à bouger ». Et elle a continué à bouger. Ils ont couru le long du ruisseau pendant 20 minutes dans le noir et le froid. Ed Clara n'est pas tombée, et elle n'a pas lâché le sac. Et elle n'a posé aucune des questions qui s'accumulaient dans son esprit, car elle en avait assez appris sur Gideon Hayes au cours des 7 dernières heures pour savoir que le moment des questions n'était pas maintenant. Maintenant, c'était le moment de bouger, de survivre, de mettre de la distance entre eux et les hommes sur la colline. Les questions pouvaient attendre. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était le problème sur lequel elle travaillait depuis qu'elle avait compris l'ampleur de ce que Shaw avait construit. Le problème qu'elle avait retourné tranquillement dans son esprit, pendant que ses mains corrigeaient des déclarations et que ses yeux lisaient des descriptions de terre, et que son cerveau de comptable cataloguait, organisait et commençait à voir la forme de la chose. Il y avait 11 propriétés sur cette carte, 4 déclarations, des lettres, des rapports d'arpentage. Ce qu'il n'y avait pas, ce que Gideon avait dit clairement et simplement, et ce avec quoi elle n'avait pas discuté parce qu'il avait raison, c'était quelqu'un prêt à se lever en audience publique. Clara Bennett a couru dans la nuit noire du Colorado, avec l'acte d'un homme mort contre sa poitrine et 60 ans d'infrastructure juridique de Shaw entre elle et la justice. Et elle a pensé à ce qu'une comptable sait qu'un pistolero ne sait pas. Elle a pensé au papier. Le papier n'a pas peur. Le papier ne pèse pas ses enfants contre le cou. Le papier entre de bonnes mains, déposé au bon bureau, notarié et certifié, et joint à la bonne réclamation légale, a un pouvoir particulier que les hommes de main ne peuvent pas arrêter une fois qu'il est en mouvement. Ce que Shaw avait construit, commençait-elle à comprendre, n'était pas vraiment un mur. C'était un château de cartes, et elle savait exactement quelle carte tirer. Elle avait juste besoin d'arriver à Elkhorn vivante. Ils ont atteint les abords d'Elkhorn juste avant l'aube, transis de froid, et se déplaçant rapidement. Les bottes de Clara étaient trempées quelque part le long du ruisseau. Elle pouvait sentir ses orteils d'une manière qui signifiait qu'ils étaient toujours là, mais pas heureux de l'être. Elle n'en a pas parlé. Gideon se déplaçait avec l'économie concentrée d'un homme faisant des calculs. Évaluation de la menace, option d'itinéraire, timing. L'interrompre avec des plaintes sur ses pieds semblait contre-productif. La maison d'Agnès est à l'extrémité nord, a-t-il dit sans ralentir. Entrée arrière,
Il y a une ruelle entre le magasin d'aliments pour animaux et la tannerie. Sera-t-elle réveillée? Agnès Pute est réveillée avant l'aube tous les jours depuis 40 ans, a-t-il dit. C'est pratiquement un trait de personnalité. Ils ont pris la ruelle. Il a frappé 3 fois à la porte arrière d'un bâtiment étroit de 2 étages, a fait une pause, puis a frappé 2 fois de plus. Le code d'un homme qui avait déjà fait cela. Clara a également noté cela. Elle se constituait un dossier assez complet sur Gideon Hayes. La porte s'est ouverte. Agnes Pute était une femme d'environ 65 ans, aux épaules carrées et au regard perçant. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, et elle avait l'expression de quelqu'un qui avait vu la plupart des variétés de problèmes humains, et avait cessé d'être surprise par l'une d'entre elles. Elle a regardé Gideon. Elle a regardé Clara. Elle a regardé le sac de voyage. Ses yeux se sont arrêtés brièvement sur l'ecchymose sur la mâchoire de Clara. « Entrez », a-t-elle dit. Pas de salutation, pas de question, juste une décision. Ils sont entrés. La cuisine était chaude, vraiment chaude. La chaleur d'un poêle à bois, le genre de chaleur qui vous pique les yeux quand vous avez eu froid assez longtemps. Clara s'est assise sur la chaise qu'Agnès lui a indiquée et n'a pas discuté quand la femme a posé une tasse de café devant elle, puis une bassine d'eau chaude pour ses pieds, sans qu'on le lui demande. Clara a délassé ses bottes et a pressé ses plantes de pied contre la chaleur. Elle a senti la sensation revenir d'une manière momentanément désagréable, puis profondément soulageante. Gideon parlait à Agnès à voix basse et rapide près du poêle. Clara a saisi des bribes. Rooker, Shaw, la cabane, 3 cavaliers, le bureau du comté. Elle a regardé le visage d'Agnès passer par la progression contrôlée d'une femme qui était alarmée et ne le montrerait à personne qui ne saurait déjà quoi chercher. « Le jeune Armand travaille pour Shaw », a dit Agnès. « Il est employé au bureau du comté. Depuis 2 mois. » Gideon s'est arrêté. « Depuis quand? » »« Depuis novembre. Il s'est glissé discrètement, comme Shaw fait tout. Personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Elle s'est versé son propre café. Mais si vous prévoyez de déposer cet acte à 8 heures ce matin, il le verra, et Shaw le saura dans l'heure. « Nous le déposons quand même », a dit Clara. Tous deux l'ont regardé. Elle avait les pieds dans l'eau chaude, les documents étalés sur ses genoux. Elle relisait les déclarations corrigées avec la concentration d'une femme qui avait décidé ce qu'il fallait faire et travaillait à rebours à partir du résultat. « Déposer l'acte n'est pas la seule chose que nous devons faire ce matin », a-t-elle dit. « C'est la première chose. Pendant que nous y sommes, j'ai besoin d'accéder au registre des actes pour les 11 propriétés sur cette carte d'arpentage. » Elle a regardé Gideon. Shaw a déposé des revendications concurrentes. Pour le faire légalement, même frauduleusement, il a dû déposer des papiers. Ces papiers sont dans les archives du comté, et les archives du comté sont publiques. Agnès a posé sa tasse lentement. « Que cherchez-vous? La même chose qui se trouve dans chaque réclamation foncière frauduleuse, si vous savez où chercher, » a dit Clara. « Un tampon de notaire, une signature de témoin, une date qui ne correspond pas, quelque chose qui a été fait à la hâte, ou par quelqu'un qui savait que cela ne tiendrait que jusqu'à ce que quelqu'un avec la bonne formation regarde directement. » Elle a regardé la femme plus âgée. « Est-ce que quelqu'un avec la bonne formation a regardé directement? » Agnès est restée silencieuse un moment. Shaw a fait venir son propre avocat de Denver. Il a tout déposé par son intermédiaire. « Les avocats de Denver font aussi des erreurs », a dit Clara. « Surtout quand ils déposent des documents frauduleux pour un client qui se dépêche parce qu'un calendrier de chemin de fer n'attend pas. » Le silence dans la cuisine avait la qualité particulière du silence qui suit une déclaration qui change la forme d'une pièce. Gideon la regardait à nouveau avec cette expression, celle qu'elle avait vue pour la première fois à la lueur du feu dans la cabane, la fissure dans la glace, la chose qu'elle n'avait pas encore nommée, parce qu'elle n'était pas sûre que c'était à elle de le faire. « Vous allez vérifier 12 mois de registre d'actes du comté ce matin, » a-t-il dit. « Je vais commencer, » a-t-elle dit. « Et je saurai dans les 30 minutes s'il y a assez pour déposer une contestation formelle. S'il y en a une, » elle a regardé Agnès. « J'ai besoin d'un notaire. » Agnès a repris son café. « Je crois que vous le saviez déjà, » a-t-elle dit doucement. « Oui, madame, » a dit Clara. « Je le savais. Ils avaient 2 heures avant l'ouverture du bureau du comté. Clara les a utilisés. Elle a dormi 40 minutes parce qu'elle était humaine et que son corps l'exigeait. Puis elle était à la table de la cuisine d'Agnès, avec les déclarations corrigées et une feuille de papier fraîche.
Elle rédigeait le langage formel pour une contestation de titre qui pourrait être déposée simultanément avec l'enregistrement de l'acte. C'était le genre de document qui exigeait de la précision. Chaque mot accomplissant un travail juridique spécifique. Chaque citation attachée à un dossier spécifique. Pas de place pour l'ambiguïté qu'un avocat de la défense pourrait exploiter. Elle n'avait jamais rédigé de contestation juridique formelle auparavant. Elle les avait vues être rédigées. Elle avait corrigé des erreurs dedans. Elle comprenait l'architecture assez bien pour en construire une à partir de zéro. Ce qui n'était pas la même chose que de l'avoir fait auparavant. Et elle gardait cette distinction honnête avec elle-même, même si sa main se déplaçait avec assurance sur le papier. Gideon allait et venait, vérifiant la ruelle, surveillant la rue, parlant doucement avec Agnès de l'endroit où les hommes de Rooker avaient été vus en ville. Il rapportait de la même manière efficace qu'il faisait tout. Des faits, seulement, sans commentaire. Rooker lui-même était arrivé vers 2 heures du matin. Il était à l'hôtel sur la rue principale avec 2 hommes. Un troisième homme, celui que Clara avait reconnu au bord de la route, s'était posté au coin le plus proche du bureau du comté. « Il attend que nous venions à lui », a dit Gideon. « Bien », a dit Clara sans lever les yeux du papier. « Laissons-le attendre. » À 7 heures, Agnès a regardé par-dessus l'épaule de Clara, le document de contestation terminé, et l'a lu comme une personne qui veut y trouver une faille. Elle l'a lu 2 fois. Elle l'a posé. « C'est correct », a-t-elle dit. « Tout. »« Je sais », a dit Clara. « J'ai besoin que vous le confirmiez quand même. » « Pourquoi ? » « Parce que quand je serai dans ce bureau du comté ce matin, j'ai besoin d'être assez certaine pour que ça se voie. » Elle a regardé la femme. « Les gens croient ce qu'ils voient. Si j'entre là-bas incertaine, ils verront l'incertitude. Si j'entre là-bas comme une femme qui sait exactement ce qu'elle fait, ils vous croiront, » a dit Agnès. « Ils devront le faire, » a dit Clara. « Parce que ce que je dépose va rendre quelqu'un très mal à l'aise très rapidement. Et la seule chose entre moi et ce malaise, c'est d'avoir complètement et visiblement raison. » Agnès a notarié les déclarations corrigées. Elle a notarié le document de contestation. Elle l'a fait avec le tampon et la signature d'une femme qui comprenait exactement ce à quoi elle apposait son nom, et elle n'a pas bronché. À 8h moins 5, Gideon a vérifié les charges de son revolver. Il l'a fait tranquillement, avec la même compétence désinvolte qu'il apportait à tout. Ed Clara a regardé cela et a ressenti quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur. Quelque chose de plus proche de la conscience des enjeux, de ce qui était réel et de ce que cela coûtait. « Vous n'êtes pas obligé d'entrer, » a-t-elle dit. Il l'a regardée comme si elle avait dit quelque chose dans une langue qu'il ne parlait pas. « Le bureau du comté, » a-t-elle dit. « Ce que je fais est légal. Cela ne vous oblige pas à... Je sais ce que cela exige, » a-t-il dit. « Je viens. » Elle l'a regardé un moment. Puis elle a pris son sac de voyage, a mis les documents enveloppés de toile cirée contre son corps sous son manteau, et a dit « D'accord, allons-y. » Ils sont sortis par la porte d'entrée de l'auberge d'Agnès Puit, à 8h moins 3 un matin de février, à Elkhorn, Colorado. Le froid les a frappés comme un mur, et au coin près du bureau du comté, un homme en manteau sombre les a reconnus et s'est immobilisé. Clara ne l'a pas regardé. Elle a marché droit et d'un pas assuré, sans altérer son rythme d'un seul pas. Le bureau du registraire du comté sentait le papier, le noir de poil et le renfermé particulier d'une pièce où des choses importantes se passaient dans un petit espace. Le registraire lui-même était un homme nommé Aldous Finch, milieu de la cinquantaine, dégarni, avec la neutralité prudente d'un homme qui travaillait pour des institutions publiques et avait appris à n'avoir aucune opinion visible sur quiconque franchissait sa porte. Derrière lui, à un bureau secondaire, un jeune homme d'environ 20 ans, avec la vigilance particulière de Shaw dans les yeux, a levé les yeux de ses papiers. Le jeune Harmon. Clara s'est approchée du comptoir principal. « Bonjour » a-t-elle dit agréablement. « J'aimerais enregistrer un acte, s'il vous plaît, et accéder au registre public des actes du comté de Custer pour les 18 derniers mois. » Aldous Finch a cligné des yeux. « L'accès au registre prendra un moment pour... »« Je comprends » a-t-elle dit. « Nous pouvons commencer par l'enregistrement de l'acte pendant que vous les sortez. » Elle a posé l'acte sur le comptoir. Finch l'a regardé. Il l'a regardé. Il a regardé Gideon, qui se tenait à 1,20 m derrière Clara et légèrement à sa gauche, ne menaçant rien, juste présent de la manière dont une montagne est présente. On ne choisit pas de l'ignorer.
On prend simplement conscience qu'elle est là. Finch a pris l'acte. Derrière lui, le jeune Harmon avait cessé de faire semblant de travailler. Finch a examiné l'acte, la description de la propriété, le nom de son père, la mention de transfert, la chaîne de titre. Son expression est restée professionnellement neutre, mais ses yeux ont fait un petit mouvement involontaire vers le jeune Harmon au bureau secondaire, et Clara l'a remarqué. « Y a-t-il un problème avec le document » a-t-elle demandé. « Non, madame » a dit Finch prudemment. « Il semble être en ordre. Alors j'aurais besoin que vous le tamponniez avec la date d'aujourd'hui et que vous l'inscriviez dans le registre officiel, a-t-elle dit. Pendant que vous faites cela, je commencerai avec les registres d'actes. Finch a hésité. Les registres sont publics, a-t-elle dit agréablement, fermement. Selon la loi territoriale du Colorado, tout citoyen peut accéder au registre d'actes déposés auprès du bureau du comté. Je suis sûr que vous le savez. Oui, madame, a dit Finch. Et il a tamponné l'acte. Clara sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait retenu sans le savoir depuis Pueblo. L'acte était enregistré. Quoi qu'il arrive ensuite, cette partie était faite. Elle s'est tournée vers l'étagère des registres. Le jeune Harmon était sur ses pieds. « Madame, ces registres doivent être demandés formellement. Ce sont des registres publics, a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers l'étagère. Je n'ai pas besoin d'une permission formelle pour consulter des registres publics. J'ai besoin d'une chaise et d'une bonne lumière. » Elle l'a regardé directement pour la première fois. Il était jeune, peut-être 22 ans, avec la qualité légèrement désespérée d'un homme faisant quelque chose qu'il savait être mal, et s'était convaincu de faire quand même. Elle a ressenti quelque chose de presque semblable à de la sympathie. « Vous pouvez rester là, » lui a-t-elle dit, « ou vous pouvez vous rasseoir et faire votre travail. Quoi qu'il en soit, je vais examiner ces dossiers. » Il a regardé par-dessus son épaule vers Gideon. Gideon l'a regardé en retour, de la même manière qu'il avait regardé les hommes de Rooker sur la route de Silver Cliff. Sans urgence, sans ostentation, avec le simple fait indéniable de sa présence. Le jeune Harmon s'est assis. Clara a pris les dossiers des registres d'actes des 18 derniers mois, les a portés à la table que Finch lui a indiquée, s'est assise et a commencé à lire. Elle travaillait vite. Elle avait toujours travaillé vite. Son ancien employeur à Jefferson City disait qu'elle lisait les chiffres comme d'autres lisaient les mots, le sens arrivant en entier plutôt que morceau par morceau. Description de propriété, date de transfert, tampon de notaire, signature de témoin, la chaîne de titres pour chacune des 11 propriétés sur la carte de Gideon. Elle les a parcourues dans l'ordre, prenant des notes de sa petite écriture précise, recoupant les dates avec la chronologie que Gideon lui avait donnée la veille. 20 minutes plus tard, elle l'a trouvé. Elle s'est arrêtée, a relu le passage, l'a lu une troisième fois. « Gideon », a-t-elle dit doucement. Il était à ses côtés en 3 pas. Elle a pointé le document sans le toucher. « Ce registre de transfert pour la parcelle Waverly », a-t-elle dit. « Regardez le tampon du notaire. » Il a regardé. « Qu'est-ce que je vois ? La date du tampon est le 14 novembre, » a-t-elle dit. « La signature du témoin est datée du 16 novembre. » Elle a sorti un autre dossier. Maintenant, regardez ça. Le propre registre d'enregistrement du notaire auprès du comté. Le tampon qu'elle utilise a été délivré le 21 novembre. Sa voix est restée parfaitement neutre. Un notaire a utilisé un tampon qui n'existait pas encore pour certifier un transfert qui a eu lieu avant que le tampon ne soit délivré, ce qui signifie que la date de transfert a été antidatée. Elle a levé les yeux vers lui. Shaw a déposé cette réclamation avant de le pouvoir légalement et le notaire n'a pas remarqué ou s'en fichait. La mâchoire de Gideon s'est crispée. « Ça ne s'arrête pas là », a dit Clara. Elle sortait déjà le dossier suivant. Cette signature de témoin. Le même nom apparaît sur 4 documents distincts pour 4 propriétés différentes, à 4 dates différentes, dont 3 se chevauchent. Elle a tenu les pages côte à côte. Cet homme a apparemment été témoin de 4 transferts de propriétés simultanés, tout en étant à 3 endroits différents. « Ce n'est pas possible », a dit Gideon. « Non », a dit Clara. « Ce ne l'est pas. » Elle a posé les pages avec le contrôle prudent d'une femme qui était extrêmement en colère et choisissait d'exprimer cette colère par la précision. « Ce que c'est, Monsieur Hayes, c'est de la fraude systématique, documentée, prouvable.
le genre qu'un tribunal territorial ne peut ignorer lorsqu'elle est exposée aussi clairement dans les propres registres officiels du comté. Le jeune Harmon était très immobile à son bureau. Aldous Finch avait cessé de bouger complètement. Clara a regardé Finch. « Monsieur Finch, a-t-elle dit, je dois déposer formellement une contestation de titre pour les 11 propriétés sur la liste d'acquisition de Shaw, citant la fraude dans le processus de transfert d'actes. J'ai la documentation ici. » Elle a sorti du paquet de toile cirée le document de contestation qu'Agnès avait notarié ce matin. J'ai également besoin que ce bureau préserve ses registres d'actes exactement tels qu'ils sont, immédiatement, car ils constituent des preuves dans une procédure de fraude. La bouche de Finch s'est ouverte et fermée une fois. Selon la loi du Colorado, a-t-elle dit, toujours agréablement, un registraire de comté est tenu d'accepter tout dépôt légal correctement formaté d'un citoyen. Ce document est correctement formaté. Elle l'a posé sur le comptoir. J'attendrai pendant que vous l'enregistrez. La porte s'est ouverte. Elle l'a entendu avant de le réaliser pleinement. Le son spécifique d'une porte s'ouvrant trop vite, avec trop d'intention derrière elle. Elle s'est retournée. Douglas Shaw n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était fait une image de lui dans son esprit à partir de la description de Gideon et de la nature de ce qu'il avait fait. Un homme imposant, probablement au visage dur, le genre de menace évidente qui s'annonce. Ce qui est entré par la porte du bureau du registraire du comté d'Elkhorn était un homme d'environ 50 ans, de taille moyenne, aux cheveux argentés, bien habillé de manière à communiquer l'argent sans le crier. Il avait un visage agréable, des yeux amicaux, la chaleur étudiée d'un homme qui était allé très loin dans la vie en paraissant raisonnable. Derrière lui se trouvaient deux hommes qui n'étaient pas bien habillés et n'essayaient pas de paraître raisonnables. Shaw regardait les documents sur le comptoir. Il a regardé Clara. Il a regardé Gideon. Son visage agréable n'a pas changé, ce qui en a dit plus à Clara sur lui que n'importe quelle expression ne l'aurait fait. « Mademoiselle Bennett, a-t-il dit, je crois que nous avons des choses à discuter. »« Madame Bennett, a-t-elle dit, et je crois que tout ce que j'ai à dire est déjà dans ce dossier sur le comptoir. » Shaw s'est approché du comptoir avec l'aisance d'un homme qui était entré dans des pièces et les avait possédées pendant 30 ans. « On vous a donné des informations qui sont malheureusement incomplètes, a-t-il dit. Je serais très heureux de m'asseoir avec vous et de passer en revue l'historique réel de ces transferts de terre. Je pense que vous trouverez que ce qui semble irrégulier a une explication parfaitement raisonnable. Je suis sûr que vous la trouveriez raisonnable, a-t-elle dit. 11 cases de tampons de notaire antidatés ont tendance à paraître raisonnables à la personne qui a ordonné l'antidatage. Le visage agréable a tenu bon. C'est une accusation grave. C'est dans le dossier, a-t-elle dit, avec la documentation. Il a regardé Finch. Quelque chose est passé entre eux. Rapide, subtil. La communication d'un homme habitué à posséder les gens dans une pièce. Aldis, a-t-il dit. Je pense que nous pourrions attendre avant de traiter ce dossier jusqu'à ce que... Monsieur Finch, a dit Gideon. Shaw a cessé de parler. Gideon n'avait pas bougé de sa place. Il n'atteignait pas son arme. Il a simplement regardé Aldous Finch avec l'attention directe et claire d'un homme qui posait une question qui n'avait qu'une seule bonne réponse. Ce dossier a été soumis légalement par une citoyenne de ce territoire. Avez-vous l'intention de le traiter? Finch a regardé Shaw, a regardé Gideon, a regardé le document sur son comptoir et le tampon dans sa main, et les 40 ans de sa vie qu'il avait passé dans ce bureau à faire les choses correctement. Parce que faire les choses correctement était la seule chose dont il avait jamais été sûr. « Oui, » a dit Finch doucement, « je le ferai. » Il a tamponné le dossier. Le visage agréable de Shaw a subi son premier véritable changement. Pas de la rage, pas de la peur, mais quelque chose de plus froid que les deux. Le calcul d'un homme qui révise ses plans en temps réel. Il a regardé Clara avec une nouvelle attention, le genre qui reconnaît un adversaire plutôt qu'un obstacle. Vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, a-t-il dit. Vous les avez rendues exactement aussi difficiles, a-t-elle dit. Le jour où vous avez envoyé Jebediah Rooker au Missouri avec une pile de fausses lettres et l'acte de mon père sur sa liste de courses. Elle a soutenu son regard. Ces deux hommes derrière vous peuvent rester là toute la matinée. Ce qui est dans ce dossier est déjà tamponné et enregistré. Les registres que j'ai identifiés comme frauduleux sont maintenant des preuves dans une procédure judiciaire.
Vous ne pouvez pas défaire ce qui a déjà été trouvé. Shaw l'a regardé un long moment. Ces deux hommes n'avaient pas bougé. Gideon n'avait pas bougé. La température dans la pièce n'avait rien à voir avec le temps qu'il faisait dehors. « Je connais des juges dans ce territoire », a dit Shaw. « Je connais le calendrier du tribunal de circuit. Je sais combien de temps une procédure de contestation prend, ce qu'elle coûte et combien de personnes se retrouvent sans argent avant la fin de l'affaire. Je sais aussi ces choses, a dit Clara. Ce que je sais aussi, c'est qu'un tampon de notaire frauduleux dans un registre officiel du comté n'est pas une affaire civile. C'est une affaire criminelle. Et le bureau du marshal des États-Unis a une juridiction que vos commissaires de comté n'ont pas. Quelque chose a traversé le visage de Shaw. Rapide. Disparu. « J'écrirai au bureau du marshal des États-Unis à Pueblo aujourd'hui », a dit Clara, avec des copies certifiées conformes des documents que M. Finch vient d'entrer officiellement dans le registre. Elle a fait une pause d'un temps. « J'ai appris à faire des copies certifiées conformes à Jefferson City, M. Shaw. Je suis très doué pour ça. » Les deux hommes derrière Shaw ont bougé. Pas vers elle, vers Gideon. C'est là qu'ils regardaient depuis qu'ils étaient entrés. L'attention réflexe d'hommes qui classent les menaces par taille et armes visibles, et avaient décidé en conséquence. Gideon les a regardés bouger sans bouger un seul muscle. « Non », a-t-il dit. Juste ce mot. Le même ton, la même certitude absolue que sur la route de Silver Cliff. Les deux hommes se sont immobilisés. Shaw a regardé ces hommes, a regardé Gideon, a regardé Clara. Et puis Douglas Shaw, qui avait passé 2 ans et une fortune considérable à construire quelque chose qu'il croyait infaillible, s'est retourné et est sorti du bureau du registraire du comté d'Elkhorn, avec ses hommes derrière lui et son visage agréable restauré à son état par défaut. Parce qu'un homme comme Shaw ne vous laisse jamais le voir craquer. Il recalcule simplement. Clara le savait. Elle l'a regardé partir et n'a ressenti aucun soulagement. Parce qu'elle comprenait à qui elle avait affaire maintenant. Mieux que ce matin. Et elle savait que ce qui venait de se passer dans ce bureau n'était pas une fin. C'était un début. Elle s'est tournée vers Finch. « J'ai besoin de ces copies certifiées conformes maintenant », a-t-elle dit. « S'il vous plaît. » Finch, dont les mains n'étaient pas entièrement stables, a commencé à faire des copies certifiées conformes. Gideon est venu se tenir à côté d'elle au comptoir. Pas assez près pour la gêner. Assez près pour qu'elle soit consciente de lui, de sa stabilité, de la façon dont il occupait l'espace avec cette qualité particulière de présence qu'elle essayait de nommer depuis la route de Silver Cliff, et qu'elle avait finalement, quelque part au cours des 30 dernières minutes, identifié. Il était le genre de personne qui reste, dans un monde plein de gens qui détournent le regard, qui remontent sur leur diligence et continuent leur chemin, qui ont des familles à peser contre le coup. Il était le genre de personne qui reste et qui le pense. Pas parce qu'il ne comptait pas le coup, parce qu'il avait décidé que le coup en valait la peine. Elle l'a regardé de côté. « Il va revenir plus fort », a-t-elle dit. « Oui », a dit Gideon. « Ce soir. Probablement avant que ces lettres n'atteignent Pueblo. »« Oui. Donc, nous devons les envoyer aujourd'hui. »« Agnes est un cavalier de confiance, » a-t-il dit. « Je lui ai déjà demandé. » Elle a absorbé cela. Il lui avait déjà demandé ce matin, pendant qu'elle rédigeait des documents à la lueur de la lampe. Il avait pensé 3 coups à l'avance et arrangé les pièces qu'elle ne lui avait pas encore demandé d'arranger. Elle a pensé à ce que cela signifiait et l'a classé avec tout le reste. « Nous n'avons pas fini », a-t-elle dit. « Non », a-t-il convenu. « Nous n'avons pas fini. » Dehors, sur la rue principale d'Elkhorn, Douglas Shaw marchait vers l'hôtel où Jebediah Rooker attendait. Et quelle que soit la conversation qui se déroulait entre ces deux hommes, ce n'était pas une conversation qui allait rendre les 12 prochaines heures de Clara Bennett simples ou sûres. Elle le savait. Elle l'a accepté comme elle avait accepté la plupart des choses au cours des dernières 24 heures. Pas sans peur, mais à côté d'elle. Portant la peur comme on porte un sac lourd. Consciente du poids, mais pas arrêtée par lui. Elle a pris les copies certifiées conformes, que Finch avait produites, a vérifié chacune d'elles par rapport à l'original, et les a trouvées correctes. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle était comptable. Et quelque part au fond de son esprit, derrière la fatigue et le froid, et l'ecchymose sur sa mâchoire, et l'ampleur de ce qu'elle venait de mettre en mouvement, une pensée se formait, claire et certaine, et entièrement sienne. Shaw avait construit son château de cartes en supposant que personne ne regardait d'assez près pour voir les coutures. Il s'était trompé.
Et maintenant, toute la structure commençait à trembler. Le cavalier d'Agnès est parti pour Pueblo à 9 heures. Il avait les copies certifiées conformes, enveloppées dans de la toile cirée, à l'intérieur de son manteau, et des instructions strictes de ne les remettre à personne d'autre que le marshal des États-Unis lui-même. Clara l'a regardé partir depuis la fenêtre arrière de l'auberge. Elle a ressenti l'anxiété particulière d'une personne qui vient de s'engager dans quelque chose d'irréversible. Les lettres étaient en route. Quoi qu'il arrive ensuite, cette partie ne pouvait pas être défaite. Elle s'est détournée de la fenêtre et a trouvé Gideon qui l'observait. « C'est un bon cavalier », a-t-il dit. « Rapide, il atteindra Pueblo, avant la tombée de la nuit, si la route tient. » Et le marshal? Tom Harding. Je le connais depuis 8 ans. Il est droit. Une pause. Il agira sur ce dossier. À quelle vitesse? Gideon est resté silencieux un moment, ce qui lui a donné la réponse, avant que les mots ne viennent. Pas assez vite pour nous aider ce soir. Elle le savait. Elle avait fait le calcul depuis qu'ils avaient quitté le bureau du comté. Le temps de trajet du cavalier, le temps de réponse du marshal, la distance pour revenir à Elkhorn. Au mieux, Harding arriverait demain matin, peut-être demain après-midi. D'ici là, Douglas Shaw était dans un hôtel à 3 pâtés de maison, révisant ses plans, et Jebediah Rooker était quelque part dans cette ville avec des yeux froids, un poignet blessé et une rancune qui était devenue personnelle. « Il va agir ce soir », a-t-elle dit. Shaw, oui, passe Rooker. Rooker est trop visible maintenant. Shaw utilisera quelqu'un que nous n'avons pas encore vu. Gideon a hoché la tête lentement. Il a plus d'hommes. J'ai identifié 3 hommes de main distincts dans le comté au cours des 6 derniers mois. Aucun d'eux n'est lié à Shaw directement sur le papier. Tous sont disponibles. Donc ce soir, nous avons 3 hommes que nous ne connaissons pas, peut-être plus. Et Rooker quelque part en arrière-plan. Elle s'est assise à la table de la cuisine d'Agnès. Et nous deux. Et Agnès, a dit Gideon. Clara a regardé la femme plus âgée qui était au poêle et n'avait pas cessé de bouger depuis leur retour du bureau du comté. Elle produisait de la nourriture et du café avec l'énergie concentrée d'une femme qui gère l'anxiété par l'utilité. Je ne vais pas mettre Agnès au milieu d'eux. Je suis déjà au milieu, a dit Agnès sans se retourner. Je le suis depuis que Gideon s'est présenté à ma porte arrière il y a 6 mois, avec un frère mort et une carte d'arpenteur. Elle a posé une assiette sur la table. Mangez. Vous n'avez pas mangé depuis hier soir, et vous devez penser clairement. Clara a mangé. La nourriture était bonne. Des œufs, du pain, du porc salé. Et son corps l'a reçu avec la gratitude de quelque chose qui avait fonctionné à l'air froid et à l'entêtement pendant trop longtemps. En face d'elle, Gideon mangeait à nouveau debout. Cette même habitude rapide et efficace. Ses yeux se déplaçant vers les fenêtres à intervalles réguliers. « Parlez-moi des 3 hommes », a-t-elle dit. Il les a décrits entre 2 bouchées, concis, spécifiques, sans mots superflus. Elle avait fini par comprendre que c'était simplement sa façon de traiter l'information, réduite à son contenu essentiel. Le premier homme s'appelait Crane, grand et gaucher. Il avait été vu à Elkhorn depuis 3 semaines, séjournant dans le même hôtel que Shaw. Le second se faisait appeler Decker, plus petit, plus silencieux. Il avait l'habitude de se positionner près des sorties dans n'importe quelle pièce où il entrait. Le troisième, Gideon n'avait pas de nom. Il l'avait vu 2 fois, les 2 fois à distance. Mais quelque chose dans sa posture et ses mouvements suggérait une formation militaire, ce qui signifiait entraîné, discipliné et plus difficile à prévoir que les 2 autres. « Le troisième vous inquiète le plus », a dit Clara. « Le troisième est celui que je connais le moins », a-t-il dit, ce qui revient au même. Elle est restée silencieuse un moment, retournant cela dans son esprit. Shaw a besoin que l'acte soit invalidé et que la contestation soit retirée, a-t-elle dit. Mais Tway n'accomplit ni l'un ni l'autre. Le dossier est tamponné et enregistré. Les registres sont des preuves et les lettres sont déjà en route vers Pueblo. Donc, s'il est intelligent. Il est intelligent, a dit Gideon. Alors il ne me veut pas morte, il me veut partie. Assez effrayé pour me rétracter, ou assez discrédité pour que mon témoignage perde du poids. Elle a regardé ses mains. Il essaiera d'abord la pression, pour faire comprendre que continuer est plus coûteux que d'arrêter. Et si la pression ne fonctionne pas, elle a levé les yeux. Alors nous découvrirons à quel point il est réellement intelligent. Agnes s'est détournée du poêle. Il y a autre chose.
a-t-elle dit. Sa voix avait changé, toujours contrôlée, mais avec quelque chose en dessous, quelque chose de prudent. Aldis Finch est passé, pendant que vous étiez à l'étage, il y a 20 minutes. Gideon s'est immobilisé. Finch est venu ici, par la porte arrière. Il était... Agnès a fait une pause, choisissant ses mots. Il était effrayé. Il a dit que Shaw est venu au bureau après votre départ. Il a eu une conversation avec lui, qu'Aldis a décrite comme n'étant pas une conversation. Elle a posé le torchon dans sa main avec une lenteur délibérée. Shaw lui a dit que le dossier pourrait être perdu. Erreur de bureau. Ces choses arrivent dans les petits bureaux. Les papiers disparaissent. C'est une malheureuse réalité de la tenue des registres à la frontière. Sa mâchoire s'est crispée. Il a aussi raconté à Aldis ce qui est arrivé au registraire de Celita il y a 2 ans, qui a déposé une réclamation que Shaw ne voulait pas voir déposée. La cuisine était très silencieuse. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» a demandé Clara. « Accident de cheval », a dit Agnès. Sur une route qu'il empruntait chaque semaine depuis 15 ans. Clara a regardé Gideon. Il l'a regardé en retour et elle a vu sur son visage la même chose qu'elle ressentait dans sa poitrine. Pas de la surprise, car aucun d'eux n'avait été surpris par la nature de Shaw depuis un certain temps. Mais une sorte de confirmation, un durcissement, le sentiment de quelque chose devenant plus réel qu'il ne l'était un instant auparavant. « Où est Finch maintenant ?» a dit Gideon. « Je l'ai envoyé chez ma sœur sur la route du Sud », a dit Agnès. Il a emporté le grand livre des registres avec lui. Clara et Gideon l'ont tous deux regardé. « Le grand livre officiel ?» a dit Agnès, avec une pointe de satisfaction à peine perceptible. « Celui dans lequel l'enregistrement tamponné est consigné. Celui sans lequel le bureau du comté ne peut pas produire un registre vérifié de ce qui a été déposé ce matin. » Elle a croisé leurs regards avec assurance. « Si les hommes de Shaw vont chercher à faire disparaître ce dossier, ils trouveront que le bureau n'a pas de grand livre à modifier. » Clara a fixé la femme. « Agnès, a-t-elle dit lentement. « C'est pratique, a dit Agnès. Je suis pratique depuis 63 ans. Ça me va bien. » Malgré tout, malgré l'épuisement et l'échymose sur sa mâchoire, et les 3 hommes inconnus quelque part dans cette ville, Clara a ressenti quelque chose qui était dangereusement proche d'un rire. Elle a serré les lèvres et l'a retenu. À côté d'elle, elle a cru voir les épaules de Gideon bouger très légèrement. Puis le son des chevaux est venu de la rue principale, et tout ce qui était presque un rire a disparu immédiatement. Gideon était à la fenêtre, en 2 enjambées. Il a regardé pendant 3 secondes et s'est retourné. « Rooker » a-t-il dit. « Et Crane. » Il se déplace lentement, regarde les bâtiments. « Il nous repère » a dit Clara, « pour savoir où nous sommes. Nous avons peut-être 20 minutes avant qu'il soit assez confiant pour agir. » Il l'a regardé. « Nous devons partir. Pas courir. Nous déplacer délibérément vers un terrain qui nous favorise. »« Le shérif » a dit Clara. « Nous n'avons pas. » « Le shérif Briggs prend ses ordres du commissaire Hale » a dit Gideon. « Le commissaire Hale est sur la liste de paie de Shaw depuis avril dernier. J'ai le relevé de virement bancaire pour le prouver. Aller voir Briggs ce soir ne nous apporte rien et nous coûte notre position. » Clara a immédiatement compris ce qu'il entendait par position. La réalité tactique d'être acculé dans un bâtiment par rapport à avoir de la marge de manœuvre. D'avoir les preuves documentaires dans son sac par rapport aux preuves étant entre les mains de Shaw. La position était tout ce soir. « Où a dit? »« L'église » a dit Agnès. Tous deux l'ont regardé. Le père Connolly n'est pas un homme qui accommode Douglas Shaw. Il l'a fait savoir clairement 2 fois l'année dernière. Elle se déplaçait déjà, prenant un manteau du crochet près de la porte arrière. Et l'église a un clocher avec une ligne de vue sur la rue principale. Une ligne de vue, a répété Gideon. Mon défunt mari était à la guerre, a dit Agnès simplement. Je sais à quoi ressemble une bonne position de tir. Elle a tendu son manteau à Clara. Bougez. Ils ont bougé. L'église était à 3 pâtés de maison au nord. Ils ont parcouru ces 3 pâtés de maison de la manière prudente et contrôlée de personnes qui comprenaient qu'on les cherchait. Ne pas courir, ce qui attire l'attention, mais se déplacer avec l'ordinaire déterminé de personnes vacants à leurs occupations. Clara a gardé le sac de voyage à l'intérieur de son manteau. Gideon s'est maintenu entre elle et la rue ouverte. Le père Connolly a répondu à sa porte avant que Gideon n'ait fini de frapper. C'était un Irlandais mince d'environ 60 ans,
avec les yeux directs d'un homme qui avait appris à évaluer rapidement le caractère, parce que sa profession l'exigeait. Il les a regardés tous les trois sur son seuil, a saisi la situation avec ce que Clara soupçonnait être une longue pratique de la lecture de groupes de personnes arrivant à sa porte dans divers états d'urgence, et a reculé. « Entrez », a-t-il dit. « Je vais mettre de l'eau à chauffer. »« Père, a dit Gideon, nous risquons d'amener des ennuis à votre porte. C'est possible, a convenu le prêtre. Shaw en a déjà amené beaucoup à la mienne, et je suis toujours debout. Entrez. Ils sont entrés. Gideon est monté immédiatement au clocher. Clara a entendu ses bottes dans les escaliers, puis une période de silence qui signifiait qu'il regardait les lignes de vue qu'Agnès avait mentionnées, évaluant ce qu'il avait à sa disposition. Le père Connolly a préparé du thé avec la compétence tranquille d'un homme qui avait déjà accueilli des crises dans sa cuisine et s'attendait à le refaire. Et Clara s'est assise en face d'Agnès et a posé le paquet de toiles cirées sur la table entre elles et a regardé la femme plus âgée. « Le grand livre », a dit Clara, « même chez votre sœur, si les hommes de Shaw sont minutieux. Ma sœur, a dit Agnès, a 61 ans, a enterré 2 maris et élevé 6 enfants, et elle a un fusil de chasse qu'elle sait utiliser. » Une pause, le grand livre est en sécurité. Gideon est redescendu des escaliers. Son visage avait la qualité particulière d'un homme qui a évalué une situation, trouvé à la fois les problèmes et les solutions, et les ordonne maintenant. Crane est du côté est de la rue principale, a-t-il dit. Decker vient de se positionner au bout de la ruelle derrière le magasin d'aliments pour animaux. Il couvre les 2 routes de retour vers chez Agnès. Le 3e homme, a dit Clara. Je ne l'ai pas localisé, a dit Gideon. Ce qui signifie qu'il n'est pas là où je m'attendrai à le trouver. Formation militaire. Il sera quelque part qui n'a pas de sens évident jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le père Connolly a posé des tasses sur la table. Il y a une écurie à l'extrémité nord de la ville, a-t-il dit doucement. Elle donne sur la propriété de l'église. Un homme est entré il y a environ 1 heure, a demandé à mettre un cheval à l'écurie, a payé le double et n'a pas voulu de reçu. Il a fait une pause. J'ai remarqué parce que je remarque. Gideon et Clara se sont regardés. Le 3e homme, a dit Gideon. Il est déjà en position, a dit Clara. Il est arrivé avant les autres. Elle a senti l'arithmétique de la situation s'installer comme de l'eau froide. Shaw l'a envoyé en premier. Rooker et Crane sont visibles exprès. Ils sont censés nous pousser vers l'écurie. Vers lui, a dit Gideon. La pièce est restée silencieuse un moment. Dehors, le vent avait repris, pressant contre les fenêtres de l'église, et la lumière prenait ce bleu profond particulier de la fin d'après-midi en février en altitude. Il leur restait peut-être 2 heures de pleine lumière du jour. D'accord, a dit Clara. Nous n'allons pas vers l'écurie. Non, a convenu Gideon. Et nous ne restons pas ici. S'ils savent que nous sommes dans l'église, ils nous attendront. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Elle a regardé le paquet de toiles cirées sur la table. Ce dont nous avons besoin, c'est de rendre le coup de Shaw sans importance avant qu'il ne le joue. Comment? A dit Agnès. Des témoins, a dit Clara. La raison pour laquelle Shaw a opéré si longtemps dans cette vallée est que personne n'est prêt à se lever en public. Mais se lever au tribunal est différent de se lever devant ses voisins. Elle a regardé le père Connolly. Vous avez une congrégation. Le prêtre s'est immobilisé. Des gens qui ont regardé Shaw racheter cette vallée, a-t-elle dit. Des gens qui ne connaissent peut-être pas les détails de ce que j'ai trouvé dans ces registres d'actes ce matin, mais qui savent que quelque chose ne va pas, qui savent ce qui est arrivé à la famille Waverly, aux Henderson et à tous les autres sur cette carte. Elle l'a regardé fixement. Vous prêchez à ces gens tous les dimanches depuis combien de temps? 11 ans, a-t-il dit doucement. Vous font-ils confiance? La plupart d'entre eux. Pourriez-vous faire passer le mot à ceux qui ont perdu des terres à cause de Shaw ce soir? Leur demander discrètement de venir ici. Le père Connolly l'a regardé un long moment. Il avait cette même qualité qu'Agnès. La qualité d'une personne qui comprenait exactement ce qu'on lui demandait, y compris le coût, et qui mesurait si la demande en valait le coup. Vous allez rendre ça public, a-t-il dit. Je vais rendre impossible de le garder privé, a dit Clara. Il y a une différence. Elle s'est légèrement penchée en avant. Shaw peut effrayer un registraire de comté. Il peut faire pression sur un juge. Il peut positionner des hommes de main aux sorties et faire disparaître un dossier de contestation. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est faire disparaître 15 témoins d'un compte-rendu public, pas sans se rendre exactement le genre de visible que le bureau du Marshal des États-Unis
ne peut ignorer. Elle a soutenu les yeux du prêtre. Les lettres sont déjà en route vers Pueblo. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de survivre à cette nuit d'une manière qui soit trop observée pour être expliquée. Le père Connolly a regardé Agnès. Agnès n'a rien dit. Ce qui, Clara avait fini par comprendre, était la manière d'Agnès de dire qu'elle était d'accord. Il s'est levé. « Je serai de retour dans 1 heure, a-t-il dit. Verrouillez la porte. » Il est parti. Clara a regardé Gideon. « C'était soit la meilleure idée que vous ayez eue, a-t-il dit. C'est la meilleure idée que j'ai eue, a-t-elle dit. Ne la nuancez pas. Ce presque sourire, là, est reparti. D'accord. L'heure qui a suivi a eu la qualité particulière de tension qui vient de l'attente en pleine connaissance du danger et sans possibilité d'accélérer le résultat. Gideon est retourné au clocher. Clara a organisé les documents une fois de plus. Non pas qu'ils en aient eu besoin, mais parce que ses mains avaient besoin de faire quelque chose qui comptait. Agnes s'est assise à la table et était simplement, solidement présente, d'une manière que Clara trouvait plus réconfortante qu'elle n'aurait su l'expliquer il y a 2 jours. « Vous n'avez pas peur ?» lui a dit Clara à un moment donné. « J'ai peur », a dit Agnès. « J'ai juste plus d'entraînement à décider de faire les choses quand même. » Clara l'a regardé. « Votre mari, a-t-elle dit, était-il un homme bon? Un grand homme, a dit Agnès. Ce qui est une chose entièrement différente. Une pause. Il vous aurait aimé. Clara a absorbé cela. La façon dont vous avez dit ça. Je le dis simplement. Agnès l'a regardé avec les yeux directs et clairs d'une femme qui n'avait plus de patience pour les détours. Une femme qui entre dans un bureau de comté avec 20 heures de survie à la frontière derrière elle, lit 18 mois de registre d'actes frauduleux en moins d'une demi-heure et construit une contestation juridique qui tient la route, c'est une femme digne d'admiration, tout simplement. Clara a senti les mots la traverser d'une manière à laquelle elle n'était pas entièrement préparée. Elle avait été compétente toute sa vie et on lui avait rarement dit que c'était une chose digne d'admiration. Habituellement, c'était simplement attendu, ou négligé, ou tranquillement ressenti. « Merci », a-t-elle dit, et elle le pensait pleinement. D'en haut, la voix de Gideon est descendue, basse et rapide. 3 cavaliers sur la rue principale, se dirigeant vers l'église. Tout s'est accéléré après ça. Clara a remis les documents dans la toile cirée. Agnes était déjà à la porte arrière du bâtiment. Gideon est descendu des escaliers en 4 pas, son revolver à la main. Il a regardé Clara, et elle l'a regardé en retour. Quelque chose est passé entre eux, qui n'était pas des mots. Quelque chose de plus rapide et de plus simple que les mots. La communication de 2 personnes qui avaient été dans assez de ces moments ensemble maintenant, pour que les mots ne soient plus nécessaires. Elle n'allait pas se cacher. Ils le savaient tous les 2. « Derrière moi », a-t-il dit. « Pas si loin que je ne puisse pas vous lire. Je comprends. » La porte de l'église s'est ouverte, et Rooker est entré. Il avait 2 hommes avec lui. Pas Crane, pas Decker. 2 qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Ce qui signifiait que Shaw en avait plus qu'elle ne l'avait calculé. Ce qui signifiait qu'elle devait recalculer immédiatement et n'en avait pas le temps. Rooker lui-même avait l'air différent de ce qu'il était sur la route de Silver Cliff. Pas moins dangereux, mais différemment dangereux. La façon dont un homme a l'air quand il a dépassé l'irritation d'un revers et est arrivé à quelque chose de plus froid et de plus délibéré. Son poignet était bandé. Il tenait sa main droite à son côté avec une légère raideur qui lui disait qu'elle lui faisait encore mal. Elle a également noté cela. « Madame Bennett », a-t-il dit. L'utilisation du titre correct n'était pas de la courtoisie, c'était de la moquerie. « Monsieur Hayes ». Il a regardé Gideon avec l'expression particulière d'un homme qui a passé 18 heures à préparer une réponse à quelque chose qui lui avait été fait. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. Vous en avez eu de si malhonnêtes depuis si longtemps que je ne suis pas sûr que vous connaissiez la différence, » a dit Gideon. Les yeux de Rooker se sont posés sur Clara. « Abandonnez la contestation, » a-t-il dit. « Renoncez à l'acte. Monsieur Shaw est prêt à être généreux. Un prix juste, meilleur que le marché. Assez pour que vous retourniez confortablement au Missouri. »« Non, » a dit Clara. « Vous devriez peut-être y réfléchir un instant. »« J'y ai réfléchi, » a-t-elle dit. « Non. » Rooker a fait un pas en avant. Le bras de Gideon s'est interposé. Pas une prise, pas une poussée. Juste le simple fait physique de sa présence, placé entre Rooker et Clara. Et Rooker s'est arrêté, parce que l'alternative était de se heurter à quelque chose d'infranchissable.
Le dossier est tamponné et enregistré, a dit Clara de derrière l'épaule de Gideon. Le grand livre n'est ni dans ce bâtiment ni au bureau du comté. Les copies certifiées conformes sont en route vers Pueblo, en ce moment même. Vous ne pouvez annuler aucune de ces choses ce soir. Elle a gardé sa voix parfaitement égale. Ce que vous pouvez faire, c'est aggraver les choses pour vous-même. Shaw a des juges, a dit Rooker. Il a des commissaires. Il a plus de patience que vous, et plus d'argent que vous n'en verrez jamais. Vous voulez le combattre devant les tribunaux? Vous vous battrez pendant 10 ans, et vous serez à court d'argent en 2. Je le sais, a dit Clara. C'est pourquoi je ne le combats pas devant les tribunaux. Rooker a froncé les sourcils. Alors quoi? La porte de l'église s'est ouverte derrière lui. Il s'est retourné. Clara a regardé son visage changer. Le père Connolly est entré le premier. Derrière lui, un par un, deux par deux, sont arrivées les personnes qu'il était allé chercher. Des hommes et des femmes d'âge divers, habillés de diverses manières, pour une soirée de février. Tous portaient l'expression particulière de personnes qui avaient gardé quelque chose de non dit pendant longtemps et à qui on avait donné la permission de cesser de le garder. Clara a compté 14 personnes avant d'arrêter de compter et de simplement regarder le visage de Rooker. Il a compris immédiatement. Elle a pu le voir se produire. Le calcul rapide derrière ses yeux pâles. La réévaluation. L'arithmétique des témoins et de la visibilité. Et ce qui arrive à un homme qui menace une salle pleine de citadins dans leur propre église devant un prêtre. Qui sont ces gens? A-t-il dit? Des voisins? A dit simplement le père Connolly. Les miens et les vôtres. Clara a contourné le bras de Gideon. Pas pour le dépasser, juste à côté de lui. Assez près pour que leurs épaules soient alignées. Assez près pour que l'arrangement soit clairement délibéré. Elle a regardé la salle assemblée, les visages qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle pouvait lire. La mâchoire serrée de l'homme au fond, qui avait l'air de quelqu'un qui avait perdu quelque chose, et était fatigué de faire semblant que ce n'était pas le cas. La femme au troisième rang dont les mains étaient si serrées que les jointures blanchissaient. Le couple plus âgé près de la fenêtre, qui regardait Rooker, avec la reconnaissance calme et accumulée de personnes qui savaient exactement ce qu'il représentait. « Je m'appelle Clara Bennett », a-t-elle dit. « Je suis venue au Colorado pour un mariage arrangé frauduleux, organisé par Douglas Shaw, pour acquérir l'acte de propriété de mon père par mon intermédiaire. » Elle a regardé les personnes assemblées, pas Rooker. Ce matin, j'ai déposé une contestation de titre formel au bureau du registraire du comté, citant une fraude documentée dans le processus de transfert d'actes pour 11 propriétés dans ce comté. J'ai trouvé la fraude dans les registres officiels du comté, qui sont des documents publics. Elle a fait une pause. J'ai des copies certifiées conformes. Les originaux sont dans le grand livre officiel, qui est en lieu sûr. Des lettres documentant tout cela sont en route vers le Marshal des États-Unis à Pueblo ce soir. La pièce était parfaitement silencieuse. « Je vous dis cela, a dit Clara, parce que le pouvoir de Shaw dans cette vallée dépend du fait que les gens ne savent pas ce que je viens de vous dire. Et maintenant, vous le savez. » L'homme au fond avec la mâchoire serrée a dit d'une voix rauque de quelque chose qui avait été ravalé trop longtemps. « La parcelle Waverly, c'était la terre de mon frère. »« Je sais, a dit Clara. Son registre de transfert est l'un des 11. » La femme aux mains jointes a dit « Ils nous ont dit que c'était légal. Ils avaient des papiers. » « Les papiers étaient frauduleux, a dit Clara. « Je peux vous montrer spécifiquement comment, si vous voulez voir. » Plusieurs voix ont commencé en même temps. Rooker a fait un pas vers Clara et a de nouveau trouvé Gideon sur son chemin. Le même fait inébranlable de sa présence. Et derrière Rooker, ces deux hommes regardaient une salle pleine de gens qui n'avaient plus peur d'eux. Et ils faisaient le calcul que la plupart des hommes de main finissent par faire lorsque le calcul d'une situation change suffisamment. L'un d'eux a dit doucement à l'autre « Je ne suis pas assez payé pour une église pleine de témoins. » L'autre n'a rien dit. Il est simplement ressorti par la porte par laquelle ils étaient entrés, et le premier l'a suivi. Et Rooker s'est retourné pour constater qu'il était seul. Il a regardé Gideon. Il a regardé Clara. Il a regardé les 14 personnes derrière elle, qui le regardaient en retour, avec 40 ans de fureur silencieuse accumulée, et une femme devant elle, qui leur avait donné quelque chose à quoi s'accrocher. « Shaw entendra parler de ça, a-t-il dit. « Shaw le sait déjà, a dit Clara. Il l'a su au moment où le père Connolly est allé frapper à ses portes. Il a fait un calcul, et il vous a quand même envoyé ici. » Elle a regardé Rooker avec quelque chose qui n'était pas de la haine.
Elle avait décidé quelque part au cours des dernières 24 heures qu'elle n'avait pas l'énergie pour la haine. Mais c'était absolument sans douceur. Vous devriez réfléchir attentivement pour savoir si l'homme qui vous a envoyé est le genre d'homme qui prend soin des gens quand les choses tournent mal, ou le genre qui leur trouve une autre utilité. Quelque chose a traversé le visage de Rooker, rapidement. Elle ne savait pas comment l'appeler. Quelque chose qui était presque humain. « On m'avait promis 40%, a-t-il dit très bas. Pas à elle, pas tout à fait à quelqu'un. De quoi, a-t-elle dit. Sa mâchoire a travaillé. De la valeur de la terre après que la compagnie de chemin de fer ait payé. Il a regardé le sol. Il ne l'a jamais mis par écrit. La pièce a absorbé cela. Non, a dit Clara doucement. Il ne l'aurait pas fait. Rooker se tenait dans une église pleine de gens qu'il avait été envoyés intimider, avec 2 hommes sortis par la porte, et un avenir qui se révisait autour de lui en temps réel. Et quelque chose dans la posture de ses épaules a changé. Pas effondré, juste déplacé. Le déplacement particulier d'un homme qui a maintenu une forme qui ne lui convient plus. « Ce que vous avez, » a dit Gideon doucement, « ce sont des informations sur Shaw, sur son opération. » Il a fait une pause. Le marshal serait intéressé par ça. En échange de coopération, des hommes s'en sont sortis pour pire que l'implication de Jebediah Rooker dans cette affaire. Sa voix ne contenait aucune chaleur, mais elle ne contenait aucun mépris non plus. Juste l'évaluation plate d'un homme qui comprenait les systèmes et leur fonctionnement. C'est un choix que vous pouvez faire ce soir. Rooker l'a regardé un long moment. Puis, Rooker s'est assis sur le banc le plus proche. « D'accord, a-t-il dit. Je veux parler au marshal. » Le père Connolly a croisé le regard de Clara à travers la pièce. Et dans son expression, il y avait quelque chose qu'elle reconnaissait parce qu'elle le ressentait aussi. Pas le triomphe, qui était trop bruyant pour ce que c'était, mais la qualité particulière d'une chose qui a été mauvaise pendant longtemps, commençant le lent processus de devenir juste. Dehors, le vent pressait contre les fenêtres de l'église. Quelque part en ville, Douglas Shaw était assis avec son visage agréable et ses révisions. Ne sachant pas encore que Jebediah Rooker était assis sur un banc d'église sur le point de dire des choses qu'aucune somme d'argent, de patience ou de propriété judiciaire ne pourrait défaire. Clara a sorti une feuille de papier propre du paquet de toile cirée. « Commençons par le début, » a-t-elle dit, « et je vais tout noter. » Rooker a parlé pendant 2 heures. Clara a tout noté. Elle a écrit avec l'efficacité concentrée d'une femme qui avait passé 3 ans à enregistrer des transactions foncières à Jefferson City et comprenait que la valeur d'un témoignage vit ou meurt dans sa spécificité. Date, montant, nom, lieu, le langage exact des conversations que Shaw avait cru privées. La mémoire de Rooker, il s'est avéré, était excellente. La peur et l'instinct de conservation ont une façon d'aiguiser le souvenir d'un homme de ses propres méfaits. Et Jebediah Rooker, assis sur un banc d'église à Elkhorn, avec son avenir arrangé dans une forme qu'il n'avait pas prévue, s'est souvenu de tout. La salle est restée. C'est la chose à laquelle Clara penserait plus tard, quand elle aurait le temps de penser aux choses. Les 14 personnes que le père Connolly avait fait venir de la nuit de février sont restées pendant les 2 heures. Elles se sont assises sur les bancs et ont écouté. Et parfois, l'une d'elles disait un nom ou une date qui confirmait quelque chose que Rooker décrivait. Et parfois, il y avait juste le silence. Le silence de personnes entendant confirmer une chose qu'elles soupçonnaient depuis longtemps et pour laquelle elles n'avaient pas de mots jusqu'à présent. Gideon est resté près de la porte tout le temps, ne la gardant pas de manière dramatique, juste présent comme il l'était toujours, avec cette qualité d'attention qui ne manquait rien et n'annonçait rien. Quand Rooker a terminé, Clara a posé son stylo et a relu la déclaration dans son intégralité. Rooker a écouté, a corrigé 2 détails mineurs, a confirmé le reste. Le père Connolly en a été témoin. Agnes Puit l'a notarié. L'homme du fond, celui à la mâchoire serrée dont le frère avait possédé la parcelle Waverly, l'a signé comme 2e témoin, et sa main était stable. « C'est une déclaration sous serment », a dit Clara en regardant Rooker. « Devant des témoins. Vous comprenez ce que cela signifie? »« Oui », a dit Rooker. Il avait l'air fatigué. Pas coupable exactement. La fatigue et la culpabilité sont des choses différentes. Mais fatigué de la manière d'un homme qui a porté quelque chose de lourd, l'a finalement posé et ne sent que maintenant depuis combien de temps il le portait. « Quand le marshal arrivera, » a-t-elle dit, « vous lui direz tout ce que vous venez de me dire. Même détail, même spécificité. Et en retour,
Je vous ai dit ce que je peux offrir. Je ne suis pas procureur. Le marshal prendra sa propre décision. Elle l'a regardé avec assurance. Mais un homme qui se présente volontairement avec une déclaration sous serment est dans une situation juridique différente d'un homme qui est amené. Elle a fait une pause. Vous le savez. Il le savait. La salle a commencé à se vider lentement. Les gens retournant dans la nuit de février un par un, deux par deux. Certains s'arrêtant pour parler doucement avec Clara, ou avec le père Connolly, ou entre eux. L'intensité à voix basse particulière de personnes qui viennent d'entendre quelque chose qui réorganise leur compréhension des 2 dernières années. La femme aux mains jointes s'est arrêtée à côté de Clara en sortant et l'a regardée un moment sans parler, puis a dit « Mon mari a vendu notre pâturage de l'Est à l'avocat de Shaw il y a 14 mois. Nous ne voulions pas, mais des hommes sont venus et se sont tenus dans notre cour. » Elle s'est arrêtée. Nous pensions qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire seul, a dit Clara. C'est différent de « il n'y avait rien à faire ». La femme l'a regardé un moment de plus, puis elle a hoché la tête une fois et est sortie dans l'obscurité. Agnes a été la dernière à partir, à part Gideon, Rooker et le père Connolly. Elle a mis son manteau et a regardé Clara avec ses yeux directs de 63 ans et a dit « Je demanderai à Finch de ramener le grand livre au bureau à la première heure. Il devrait être là quand le marshal arrivera. » « Oui, a dit Clara. « Merci Agnes, pour tout. »« Ne me remerciez pas, a dit Agnes. Assurez-vous simplement que ça tienne. » Elle a fait une pause à la porte. « Vous pouvez avoir la chambre au bout du couloir ce soir, tous les deux. » Ses yeux se sont brièvement posés sur Gideon, puis sont revenus à Clara sans aucun commentaire. La porte a une bonne serrure. Puis elle est partie, et il ne restait plus que Clara, Gideon, Rooker, le prêtre, les bougies qui se consumaient et le vent aux fenêtres. Le père Connolly s'est arrangé pour que Rooker dorme dans l'église sur le banc, ce qui n'était pas confortable et était probablement approprié. Il a apporté des couvertures sans qu'on le lui demande parce qu'il était ce genre d'homme, et puis il est allé se coucher et il ne restait plus que Clara et Gideon. Elle remballait les documents dans la toile cirée. Ses mains étaient stables. Elle l'a remarqué et en a été légèrement reconnaissante. Elle fonctionnait grâce à quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer depuis 30 heures, et cela ne l'avait pas encore laissé tomber. « Vous devriez dormir, » a dit Gideon un instant plus tard. Elle a sécurisé la toile cirée et l'a tenue une seconde avant de la mettre dans le sac. Le poids de tout ça, tout ce papier, toutes ces dates et ces noms et ces tampons frauduleux qui s'additionnaient à 2 ans de la machination de Shaw, à 11 familles et à un homme mort dont le frère avait passé 6 mois seul dans une vallée à essayer de construire quelque chose que la loi pourrait utiliser. « Vous devriez dormir aussi. Je veillerai jusqu'à 2 heures, a-t-il dit. Puis je vous réveillerai et vous veillerez jusqu'à l'aube. » Elle l'a regardé. « Vous me faites confiance pour veiller. »« Oui, a-t-il dit simplement. Elle a regardé le sac dans ses mains. « Gideon. » Il a attendu. « Votre frère, a-t-elle dit. Son nom. » Une pause. Les bougies ont bougé dans un courant d'air venu de quelque part. « Daniel, a-t-il dit. Daniel Hayes. Il avait 31 ans. Une autre pause. Il disait que la terre était la meilleure chose qui restait de notre père. Que tant que la terre était dans la famille, notre père n'était pas entièrement parti. Clara a gardé cela un moment. Et maintenant, l'acte de sa terre est l'un des 11 dans ce dossier de contestation. Même fraude, même tampon de notaire, même transfert antidaté, a dit Gideon. Sa mâchoire a travaillé. Quand la contestation sera résolue, quand elle sera résolue, pas si, cette terre vous reviendra, a-t-elle dit. À nous, a-t-il dit. La famille Hayes. Il l'a regardé. Qui se réduit à un seul membre pour le moment. Mais c'est une chose qui peut changer. Les mots ont atterri dans l'église silencieuse avec le poids particulier de mots qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être, ou qui sont exactement ce qu'ils semblent être, selon votre volonté de les regarder directement. Clara les a regardés directement. Elle était une femme qui avait appris à regarder les choses directement. C'est beaucoup dire, lui a-t-elle dit, pour un homme qui ne gaspille pas ses mots. Je pense à le dire depuis la cabane, a-t-il dit. Je me suis dit que j'avais assez attendu. Elle l'a regardé, la cicatrice et les yeux gris, et la 30aine d'années de vie difficile qu'il avait façonné en ce genre de personne, qui sort de la lisière des arbres quand tout le monde s'en va, qui monte un dossier juridique de 6 mois seul,
parce qu'il a décidé que cela en valait la peine. Qui se met entre une femme et un homme qui la blesserait et dit « Lâchez-la » et le pense si complètement que l'homme le fait. Elle a pensé à tout cela et a constaté qu'elle n'avait plus de raison de mettre de la distance entre elle et ce qu'elle ressentait réellement. « Dormez un peu, Gideon » a-t-elle dit. « Nous parlerons de changer les choses quand ce sera terminé. » « Est-ce un oui? » « C'est un pas encore, » a-t-elle dit. Ce qui est considérablement mieux qu'un non. Il l'a regardé un long moment avec ses yeux de ciel de janvier. Puis il a hoché la tête une fois et s'est installé dans la chaise près de la porte avec l'immobilité particulière d'un homme qui a obtenu une réponse avec laquelle il peut travailler. Clara s'est assise sur le banc le plus proche des bougies, a tenu son sac sur ses genoux, a écouté le vent et a attendu. Elle n'a pas dormi pendant un certain temps. Elle pensait à 40 acres le long d'un lit de ruisseau et à ce que son père avait dit en déposant l'acte. Que la terre était la seule chose qui restait quand tout le reste bougeait. Elle pensait à 11 familles et à 2 ans de peur, et à une femme sur un banc d'église aux mains jointes qui avait cru qu'il n'y avait rien à faire. Elle pensait à ce qu'il en coûte de construire quelque chose dans ce pays et à ce qu'il en coûte de le protéger, et au courage particulier qui ne s'annonce pas mais se présente simplement matin après matin et fait le travail. Finalement, elle s'est endormie. Le marshal des États-Unis est arrivé à 10h10 le lendemain matin. Tom Harding était un homme imposant, milieu de la cinquantaine, avec un visage qui avait traversé le temps et les décisions dans des proportions à peu près égales. Il est venu avec 2 adjoints et un mandat qu'il avait apparemment commencé à rédiger avant d'avoir fini de lire les copies certifiées conformes. Ce qui en disait long à Clara sur son intelligence et son impatience face à la variété d'entreprises criminelles de Shaw. Il a serré la main de Gideon avec la poignée brève et ferme d'hommes qui se connaissaient depuis assez longtemps pour que la poignée de main contienne une conversation. Il a regardé Clara et a dit « C'est vous qui avez rédigé ces copies certifiées conformes ?»« Oui, a-t-elle dit. « Vous êtes avocate ?»« Comptable. » Il l'a regardé un moment. « Eh bien, a-t-il dit. « D'accord alors. » Il est allé directement au bureau du comté. Clara l'a accompagné parce que les documents étaient les siens et le témoignage était le sien, et elle n'était pas venue si loin pour attendre dehors. Gideon est venu parce qu'il venait, et personne n'a suggéré le contraire. Aldous Finch était à son comptoir, avec le grand livre de retour à sa place. Son expression portait le soulagement spécifique d'un homme qui avait eu peur, avait fait le bon choix quand même, et était encore surpris d'y être parvenu. Il a produit chaque document que Harding a demandé avec une rapidité qui suggérait qu'il les organisait depuis l'aube. Le jeune Harmon n'était pas à son bureau secondaire. Clara l'a noté et est passée à autre chose. Harding a lu les registres de transferts frauduleux avec l'attention concentrée d'un homme qui avait déjà vu ce genre de choses et avait développé une colère professionnelle spécifique à ce sujet. Il a posé 3 questions à Clara. Elle a répondu aux 3 avec la brièveté précise d'une femme qui avait appris en 2 jours que la communication la plus claire est la plus efficace. Il a posé 2 questions à Gideon. Gideon y a répondu. Puis Harding a regardé la déclaration sous serment que Rooker avait signée la veille, l'a lue une fois, a relu les passages clés une 2e fois et a dit « Où est-il ?»« À l'église » a dit Gideon. « Allez le chercher. » Gideon est parti. Il était de retour en 15 minutes avec Rooker, qui avait dormi sur un banc d'église et en avait l'air, et qui s'est assis en face de Harding dans le bureau de Finch et a raconté l'histoire à nouveau. Même détail, même spécificité, avec le ton terne et prudent d'un homme livrant quelque chose qu'il avait décidé de livrer, quel que soit le coût personnel. Harding a écouté, a écrit, a posé des questions. Il n'a ni réconforté, ni condamné. Quand ce fut terminé, il a regardé Rooker un long moment et a dit « Vous comprenez que vous faites toujours face à des accusations pour la fraude par correspondance ?»« Oui, a dit Rooker. Coopération notée. Pas de promesse. Compris. » Harding s'est levé. « Adjoint, a-t-il dit. 2 hommes sont apparus dans l'embrasure de la porte. Nous allons rendre visite à Douglas Shaw. Clara s'est levée aussi. Harding l'a regardée. « Madame Bennett. »« Je viens, a-t-elle dit. » Il l'a regardée un moment, avec l'évaluation d'un homme qui avait appris à ne pas gaspiller d'énergie à discuter avec un certain type de certitude. « Restez derrière les adjoints, a-t-il dit. « Bien sûr, a-t-elle dit d'un ton qui signifiait « oui, pour l'instant ». Ils sont allés à l'hôtel sur la rue principale.
Shaw était dans la salle à manger. Il prenait son petit déjeuner. En fait, il prenait son petit déjeuner. Ce qui, selon Clara, en disait long soit sur son sang-froid, soit sur son arrogance, soit sur les deux. Il avait le journal ouvert et une tasse de café à son coude. Il a levé les yeux quand Harding est entré, avec l'expression mesurée d'un homme qui s'y attendait, et avait répété sa réponse depuis la veille au soir. « Tom, a-t-il dit agréablement. J'ai entendu dire que vous étiez en ville. »« Douglas, a dit Harding. » Debout. Shaw a posé son journal. « J'aimerais parler à mon avocat avant. »« Debout, a répété Harding. Pas plus fort, juste la même certitude 2 fois. Shaw s'est levé. Ces 2 hommes restants, Crane et Decker, qui étaient à une table près de la porte, ont fait un mouvement qui s'est arrêté lorsque les 2 adjoints se sont tournés vers eux avec le langage corporel spécifique d'hommes dont la patience pour ce mouvement particulier était complètement épuisée. « Non », a dit Gideon, de derrière les adjoints. Crane et Decker se sont rassis. Shaw a regardé par-dessus Harding vers Clara. Son visage agréable était entièrement intact. Elle devait lui accorder cela. Le contrôle de l'homme était extraordinaire. Mais ses yeux faisaient quelque chose de différent d'hier. Hier, il calculait. Aujourd'hui, il révisait. Le calcul d'un homme qui n'avait pas encore trouvé l'angle, mais le cherchait toujours. « Madame Bennet, a-t-il dit, je veux que vous sachiez que quel que soit le malentendu, c'est dans la déclaration sous serment, a-t-elle dit, et dans les registres du comté, et les copies certifiées conformes à Pueblo. » Elle l'a regardé avec la même franchise qu'elle avait accordée à tout au cours des 2 derniers jours. Les registres d'actes, les tampons frauduleux, les témoins dans l'église, la femme aux mains jointes. Il n'y a pas de malentendu, Monsieur Shaw. Il y a une compréhension très approfondie. Quelque chose a finalement bougé sur le visage agréable de Shaw. Pas la fissure à laquelle elle aurait pu s'attendre. Plutôt une confirmation, le même changement qu'elle avait vu dans les épaules de Rooker la veille au soir. Une forme qui ne convenait plus, abandonnée. Il l'a regardée, et elle a cru voir, juste un instant, l'homme réel derrière le visage agréable. Fatigué, vieux et surpris de la manière dont les gens qui se croient trop prudents pour être attrapés sont toujours surpris. « Vous allez être un problème pendant longtemps, » a-t-il dit. Pas comme une menace, presque comme une déclaration de respect. « Pour les gens comme vous, » a-t-elle dit, « j'ai l'intention de l'être. » Harding a menotté Shaw avec le manque de cérémonie efficace d'un homme qui l'avait fait de nombreuses fois et n'y trouvait aucun drame. Les 2 adjoints ont rassemblé Crane et Decker. Dehors, sur la rue principale, les gens qui vaquaient à leurs occupations matinales de février se sont arrêtés et ont regardé Douglas Shaw sortir de l'hôtel Elhorn menotté. Et cette observation avait une qualité que Clara a reconnue. L'expiration collective silencieuse de personnes qui retenaient leur souffle depuis 2 ans sans savoir qu'elles le faisaient. L'homme à la mâchoire serrée se tenait sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Il a regardé Shaw passer et n'a rien dit. Et sa mâchoire n'était plus serrée. C'était juste son visage. Clara se tenait sur le trottoir devant l'hôtel et sentait l'air froid sur son visage, le poids du sac contre sa hanche et la qualité particulière d'une chose qui se termine, qui n'est jamais tout à fait le sentiment auquel on s'attend. Pas le triomphe, pas le soulagement exactement, mais quelque chose de plus calme et de plus durable. Une confirmation. Le sentiment d'une histoire arrivant au mot vers lequel elle se dirigeait depuis toujours. Gideon est venu se tenir à côté d'elle. Ils ont regardé le groupe de Harding descendre la rue, et la foule les a regardés partir. Et la ville d'Elhorn a fait ce que les villes font quand quelque chose change. Se déplacer, se réaligner, commencer le lent ajustement d'une communauté qui n'est plus organisée autour d'une peur qu'elle n'avait pas nommée. Ça prendra des mois, a dit Clara. Les procédures, la résolution de la contestation. Oui, a dit Gideon. La compagnie de chemin de fer contestera les titres. Ils ont déjà payé Shaw pour le droit de passage. Leurs avocats soutiendront que les actes ont été transférés valablement, peu importe comment Shaw les a acquis. Ils perdront, a dit Gideon. Les transferts frauduleux ne deviennent pas valides, parce que de l'argent a changé de main en aval. Harding le sait, le tribunal territorial le sait. Ça prendra quand même des mois. Oui, elle l'a regardé. Il observait la rue avec cette même attention égale et sans hâte. L'homme qui remarquait les sorties surveillait les lisières d'arbres et disait « Lâchez-la » d'une voix qui n'avait pas besoin d'être forte parce qu'elle était entièrement certaine. Elle a pensé à ce qu'il avait dit dans l'église la veille au soir, avec les bougies qui se consumaient et le vent aux fenêtres.
qui se réduit à un seul membre pour le moment. Mais c'est une chose qui peut changer. J'ai besoin d'un endroit où rester, a-t-elle dit, pendant que la contestation se résout. Je ne peux pas retourner au Missouri. Je suis le témoin principal, et les documents ont besoin de surveillance. Vous pouvez rester à la cabane, a-t-il dit, quand j'aurai réparé la porte. Ils ont cassé la porte quand ils sont entrés en force hier soir. C'est une simple réparation. Il a fait une pause. Je l'aurai fait d'ici demain. Elle l'a regardé de côté. Vous n'êtes pas subtil, monsieur Hayes. Non, a-t-il convenu. Je ne le suis pas. Elle a de nouveau regardé la rue. Agnès était apparue de quelque part. Agnès apparaissait toujours. Clara commençait à penser que la femme avait un instinct pour arriver au moment où les choses se concluaient. Elle parlait avec le père Connelly près de la porte de l'église. Tous deux portaient les expressions de personnes qui s'autorisaient à être prudemment satisfaites. L'homme à la mâchoire serrée avait traversé la rue et parlait avec deux autres hommes, à voix basse et sérieuse. La conversation de personnes, commençant à croire que quelque chose pourrait réellement être récupérable. Les 11 familles, a dit Clara. Quand la contestation sera résolue et que les actes reviendront, certaines de ces personnes ne voudront pas récupérer la terre. Elles ont déménagé, construit ailleurs. Certaines la voudront, a dit Gideon. Celles qui n'ont pas pu lâcher prise, comme vous, comme moi. Elle est restée silencieuse un moment. La terre de votre frère, 40 acres au nord de Celita. Elle l'a regardé. Qu'allez-vous en faire? Nous? Il s'est tourné pour la regarder. Et en pleine lumière du matin, son visage était exactement ce qu'elle avait fini par comprendre. Il était anguleux, buriné et marqué. Et sous tout cela, il y avait l'honnêteté prudente et délibérée d'un homme qui avait décidé qu'il en avait fini d'être seul de la manière qui comptait. « J'avais pensé, a-t-il dit, que je construirais une maison. Une vraie, pas la cabane. » Il a fait une pause. Avec des fenêtres en verre. Clara l'a regardé un long moment. Des fenêtres en verre. Les lettres de Jebediah Rooker avaient décrit un homme cherchant une aide, une compagne, quelqu'un avec qui construire une vie. Et les mots avaient été des mensonges, chaque mot. Mais debout ici, dans le froid de février, sur la rue principale d'une ville qui exhalait lentement 2 ans de souffle retenu, à côté d'un homme qui était sorti de la lisière des arbres quand toutes les autres personnes s'en allaient. Elle a trouvé que l'idée de construire une vie aux côtés de quelqu'un ne ressemblait pas à de la tromperie. Pour la première fois en 14 mois, cela ressemblait à quelque chose de réel. « J'ai des opinions sur les fenêtres », a-t-elle dit. « Je n'en attendais pas moins », a-t-il dit. Agnès est apparue à son coude. D'où qu'Agnès apparaisse. « L'hôtel a une salle à manger décente », a-t-elle dit. « Une fois que vous en avez retiré l'homme qui a été arrêté. Je suggère que nous prenions tous un vrai petit déjeuner. » Elle a regardé Gideon. « Vous avez encore mangé debout ce matin. Je vous ai vu. Je surveillais le périmètre, a-t-il dit. « Le périmètre, a dit Agnès, avec le ton exact d'une femme qui a décidé de ne pas discuter avec un certain type d'homme et a fait la paix avec cela. Peut se surveiller tout seul pendant 20 minutes. » Elle a regardé Clara. « Venez manger. Tout ce qui doit être fait aujourd'hui devra encore être fait après que vous aurez mangé des œufs. » Clara a regardé Gideon. Il l'a regardé en retour et le voilà à nouveau. Ce presque sourire qu'elle cataloguait depuis la route de Silver Cliff. Ce petit mouvement prudent de sa bouche, qui était ce qu'il se rapprochait le plus de laisser passer quelque chose à travers la surface contrôlée. Et elle a pensé qu'avec du temps, de la patience et 40 acres de bonne terre du Colorado, elle pourrait éventuellement voir à quoi cela ressemblait quand il le laissait passer complètement. Elle pensait qu'elle avait la patience pour ça. Elle pensait, pour la première fois depuis très longtemps, qu'elle avait la patience pour beaucoup de choses. Elle a suivi Agnès vers la salle à manger de l'hôtel et Gideon s'est mis à marcher à côté d'elle. Et derrière eux, le père Connelly traversait la rue et l'homme à la mâchoire serrée venait aussi, et plusieurs autres. Le lent rassemblement de personnes qui ont enduré quelque chose ensemble et trouvent leur chemin de l'autre côté. Et la ville d'Elkhorn a vaqué à ses occupations matinales. Et les sommets de Sangre de Cristo se tenaient, immuables et indifférents à tout cela, de la même manière qu'ils s'étaient tenus pendant 10 000 ans avant tout cela, et se tiendraient pendant 10 000 de plus. Clara Bennett était arrivée au Colorado il y a 2 jours, avec $42, un sac de voyage et un acte dont elle ne savait pas qu'il valait la peine de mourir. Elle avait découvert au cours de ces 2 jours
qu'elle valait considérablement plus qu'on ne le lui avait dit. La loi mettrait des mois à confirmer ce qu'elle avait fait. Les tribunaux délibéreraient. Les avocats argumenteraient. Les commissaires seraient démis de leurs fonctions. Un juge de circuit avec l'argent de Shaw dans sa poche ferait face à son propre jugement, éventuellement. Parce que le papier bouge et le papier n'effraie pas. Et le papier entre de bonnes mains, dans le bon bureau, est l'arme la plus patiente qui soit. Mais ce matin, dans la claire lumière de février, sur la rue principale d'une petite ville du Colorado, Douglas Shaw était menotté, et 11 actes étaient dans une procédure de contestation qui ne serait pas arrêtée. Jebediah Rooker était assis dans une église à dire la vérité pour la première fois depuis des années. Et Clara Bennett marchait vers une pièce chaude et un vrai petit déjeuner à côté d'un homme qui était sorti de l'obscurité quand elle en avait le plus besoin, et qui ne lui avait jamais dit une seule fois ce qu'elle devrait être, ce qu'elle devrait vouloir ou de quoi elle était capable. Il l'avait simplement regardée, il l'avait vue clairement. Et c'est ainsi, en fin de compte, que tout a commencé.